Cette fin d'année 2019, la République du Cameroun a vécu des moments troubles de sa vie sociopolitique. Après un bilan non officiel de 3000 morts, plus de 500 000 déplacés internes, 800 000 enfants déscolarisés et près de 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria, la guerre contre les séparatistes anglophones a provoqué une crise humanitaire sans précédent. L'impact économique et social de cette crise a également affecté le tissu agro-industriel à tel point que le gouvernement a déclaré les régions du nord-ouest et sud-ouest en zone économiquement sinistrée sous la pression de la communauté internationale et l'exaspération de l'opinion publique nationale. Un grand dialogue national a été convoqué. Quelques 333 détenus anglophones ont été libérés et un statut spécial adopté pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au regard de la situation humanitaire toujours préoccupante, des convois de denrées alimentaires et autres kits de première nécessité ont été annoncés pour l'assistance des déplacés. Cette décision du président de la République se heurte à l'escalade de violences meurtrières, les kidnappings et également de graves violations des droits de l'homme. L'enlisement de la crise anglophone a mis la lumière sur ces actes de violation des droits humains, selon les Nations Unies, entre torture, exécution extrajudiciaire, détention illégale et arrestation arbitraire. Ces actes de barbarie se sont multipliés lors des manifestations publiques organisées par certains partis politiques de l'opposition pour avoir contesté la victoire du candidat du RDPC à la dernière élection présidentielle. Des leaders du MRC, des centaines de leurs militants ont été arrêtés, placés en détention pendant des mois et traduits devant le tribunal militaire à Yaoundé. L'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en leur faveur n'occulte pas des zones d'ombre et autres menaces qui planent sur les droits civiques et politiques des citoyens camerounais. Dans ce contexte sociopolitique tendu, des questions se posent avec acuité. Les Camerounais qui vivent la crise anglophone, cette gestion de la crise anglophone est-elle de nature à rassurer d'un lendemain meilleur? Au regard de la crise post-électorale vécue cette année 2019, l'état de droit est-il encore garanti au Cameroun? Des élections libres et transparentes peuvent-elles être organisées dans ce contexte? Après le scandale de la CAN 2019, la gouvernance est-elle améliorée au Cameroun? Et le fameux pouvoir d'achat des Camerounais peut-il faire face aux tensions inflationnistes observées sur le marché cette année 2019? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse, émission consacrée à la rétrospective et aux faits marquants de l'année 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau par des panélistes de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau d'abord Roland Djehou. Bonjour. Bonjour M. Noufele, bonjour à vos panels, votre panel et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox de droit de réponse. C'est un honneur d'être convié à la dernière édition de l'année 2019 et il se trouve que c'est la dernière édition de la décennie aussi. C'est un honneur d'être parmi vous. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous représentez le MRC et ses alliés sur ce plateau de droit de réponse. Tout à fait. Et juste en face de vous, Samuel Motte. Bonjour Samuel. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes communicant du RDPC, vous êtes expert comptable et vous êtes également candidat de ce parti aux législatives dans la circonscription électorale du Cameroun. En attendant l'annonce officielle de la publication des listes officielles, oui, je pense effectivement que je serai celui qui va porter les couleurs de CAM pour les législatives qui s'annoncent. Mais une petite correction quand même, la décennie finit en 2020. Voilà, donc on a encore 360 jours d'émission à faire. Et je pense que ce sera effectivement avec beaucoup de plaisir que je ferai avec Roland Djehou que je salue par ailleurs. Et en même temps, je voudrais dire également meilleur voix à l'ensemble de vos téléspectateurs qui nous suivent de manière hebdomadaire. Sur ce plateau de droit de réponse, Martin Ombazing est avec nous. Martin Omba, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce dimanche. Je suis très ravi d'être là et puis j'essaierai d'apporter à mon niveau ma modeste contribution. Vous êtes économiste et banquier. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufele. Je suis très heureux de me retrouver encore ce dimanche sur ce plateau. Je salue tous les copanélistes.
Je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Edmond, je reste avec vous pour ce premier sujet concernant l'enlisement de la crise anglophone. C'est l'un des faits marquants de l'année 2019. Pour vous, quels ont été les points les plus importants qui ont cristallisé l'intérêt de l'opinion publique concernant cette crise anglophone? Oui, il faut le dire, depuis 3 ans, cette crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest fait beaucoup de mal à ce pays parce qu'il y a beaucoup de morts. Et les chiffres, c'est par milliers qu'on dénote les morts. Certains parlent de dizaines de milliers de morts déjà. Et il y a le mois de novembre qui a été très meurtrier, où les experts dénombrent au moins 2000 morts. Donc en réalité, on serait à plus de 5000 morts, sinon d'autres parlent de 12 000 morts et encore davantage. Et vous savez que chaque jour qui passe charrie sur son passage son cortège de décès de populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais également et surtout de nos soldats des forces de défense et de sécurité. Raison pour laquelle l'année 2019 a été une année phare, une année au cours de laquelle on attendait beaucoup en ce qui concerne la résolution de la crise qui sévit, je le disais tantôt, dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que il y a eu, sur le plan national comme sur le plan international, des aspirations fortes des populations, mais également des institutions internationales, africaines et internationales, qui visaient à faire en sorte que les acteurs concernés par la crise se retrouvent pour dialoguer et trouver une solution durable à cette situation. Il s'est trouvé effectivement que le chef de l'État annonce un grand dialogue national au mois de septembre qui s'est effectivement tenu fin septembre, début octobre. Malheureusement, on s'est rendu compte que les recommandations qui ont été prises n'ont pas effectivement été appliquées. C'est vrai, depuis quelques jours, le chef de l'État a promulgué un certain nombre de textes, y compris des textes faisant partie des recommandations qui ont été formulées au Grand Dialogue National, notamment en ce qui concerne la promotion du bilinguisme, mais surtout la fameuse loi, très controversée, je le dis, sur le Code des collectivités territoriales décentralisées, qui n'a pas encore fini de dire son dernier mot sur la crise anglophone. Mais en définitive, il faut dire, il y a une situation d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé par rapport à la crise anglophone, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'est pas en harmonie sur la question de savoir si il faudrait engager un véritable dialogue inclusif, constructif, et engager les séparatistes dans le dialogue. Et c'est ce qui est demandé au gouvernement. On va en parler dans cette émission. Martin Mbazing, cette crise anglophone et son impact économique qui a été relevé au plus fort par le secteur privé. En 2019, avez-vous le sentiment que le gouvernement a pris en compte ces préoccupations du secteur privé concernant les activités économiques qui se sont arrêtées, qui ont été impactées du fait de cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Disons que les mesures qui ont été prises me paraissent être à la mesure de la gravité de la situation. Ça, il faut le dire aujourd'hui, que cette zone-là représente pour le Cameroun entre 1 et 1,5 point de croissance. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui à 3, 3,5, 3,8, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de guerre au Nozo, le Cameroun serait actuellement avec un taux de croissance de plus de 5, qui tendrait vers 6. Donc l'impact au plan économique est conséquemment dû au fait que c'est un bassin d'emploi fort. C'est-à-dire que ce qui a été dit ne peut pas encore être mesuré sur le terrain. Vous comprenez? Donc, en tant que zone prioritaire, certaines mesures doivent encore arriver. En fait, tout se passe quand même aujourd'hui pour penser que l'État a pris des dispositions pour que les choses puissent s'améliorer. Il faut le savoir aujourd'hui que ce côté-là, aussi bien en matière d'emploi, c'est un bassin important. Vous savez très bien que quand on travaille, on paye ses impôts. Donc à chaque fois qu'il y a un chômeur en moins, c'est des caisses d'État qui n'arrivent pas à recueillir des recettes en plus. Donc la situation est telle que les mesures qui ont été prises, qui sont d'abord sécuritaires, parce qu'en réalité c'est le véritable problème aujourd'hui, ne pouvaient pas avoir d'impact en 2019. Donc je pense qu'on tendrait vers une situation
qui, me semble-t-il, va nettement s'améliorer par rapport à 2019. Les mesures qui ont été prises sont de telle sorte qu'une fois qu'elles sont mises en place, avec tout ce qui concerne la décentralisation, je pense qu'en 2020, le Cameroun sortirait mieux de son économie grâce au retour plus ou moins à la normale des activités de ce côté-là. Mais on a vu quand même la question d'emploi dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Le GICAM en 2018 a parlé de plus de 6 000 emplois détruits du fait de l'arrêt d'activité dans les entreprises agro-industrielles installées dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est pour ça que c'est ce sujet. Est-ce qu'il y a des réponses spécifiques qui ont été apportées? Non, pour le moment, il y a un sentier de propositions qui ne vont pas se mettre en place sur un coup de baguette magique. C'est-à-dire que quand on parle pour moi de zones prioritaires, à l'intérieur de ça, il y a des choses qui devront être faites. Est-ce que le retour à l'emploi nécessiterait une politique fiscale avantageuse pour ceux-là qui repartent? Donc, il y a tout un balai de mesures qui vont accompagner. Pour le moment, on a les grandes lignes. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que lorsque une politique économique doit être jugée, elle doit être jugée dans sa capacité à créer de l'emploi. Alors, si elle en détruit, c'est autre chose. C'est l'inverse de ce que nous attendons comme résultat. Donc, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de tendre dans les 24 prochains mois, des 2 prochaines années, vers un retour à la normale d'au moins la moitié des emplois qu'on a perdus. Parce que ça ne peut jamais se faire en une seule année. Ça sera progressif et cela passe uniquement par le retour à la sécurité. Et c'est l'option privilégiée par le gouvernement, option militaire dans un premier temps, et ensuite le chef de l'État, Samuel Mote, a annoncé ce grand dialogue national. Les Camerounais ont le sentiment que ce dialogue national a été convoqué après une pression de la communauté internationale. On a vu une mobilisation des organisations internationales venir à la rencontre du président de la République, des communiqués qui ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur les violations des droits de l'homme. Finalement, le gouvernement, Samuel Mote, a-t-il cédé seulement lorsque la communauté internationale menace de sanctionner le Cameroun, menace le pays de sanctions diplomatiques? C'est là où on se bouge concernant la crise anglophone. On n'a pas attendu la communauté internationale pour pouvoir répondre à un certain nombre d'aspirations qui avaient été exprimées à ses débuts par des gens, les tenants de cette crise-là. On n'a pas attendu la communauté internationale pour pouvoir apporter un certain nombre de choses. Mais là également, quand on gouverne, on doit être ouvert, on doit écouter. Et quand on dit qu'on doit écouter non seulement sur le plan national, mais également pour ouvrir ses oreilles à l'extérieur. Je ne partage pas cette idée-là qui consiste à dire que le Cameroun attend nécessairement qu'il ait une pression quelconque, notamment celle venant de l'extérieur, parce que je suis par-dessus tout un panafricaniste et je suis convaincu qu'il faut savoir défendre son territoire et sa part de liberté telle qu'elle est recommandée par l'ensemble des textes internationaux et notamment les textes relatifs à l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, vous me dites on a pris l'option militaire. L'option militaire, effectivement, là également, vous allez voir aussi que dans notre cheminement, on essaie d'être impartial. Pendant qu'on organisait ce grand rendez-vous de Yaoundé, le gouverneur de la région du littoral a eu l'amabilité de nous recevoir, pas en entretien, dans le cadre également de ce brainstorming-là qui avait été organisé partout ailleurs d'ailleurs, qui avait commencé au niveau du département, mais également qui a trouvé son épilogue au niveau des régions. Et en toute modestie, j'avais levé ma main parce que j'entendais un certain nombre de choses qui fusaient de partout. L'État doit faire ça, l'État n'a pas fait ça. Et moi, j'avais dit, dans tout ce qui j'entends là, ici, à gauche et à droite, et ce qui risque de s'apparenter à une accusation de l'État lorsque le grand dialogue national va s'ouvrir, j'aimerais quand même qu'on ait une petite pensée à cette République-là qui nous protège. Et la République nous protège. Elle nous protège effectivement en faisant en sorte que les gens qui sont déviés puissent notamment être mis hors de la société, que les gens également qui menacent la liberté des uns et des autres puissent également avoir un traitement approprié. Dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, puisque vous avez envisagé l'option militaire, je ne suis pas sûr qu'on avait beaucoup de choix. Je ne suis pas sûr que la République avait beaucoup de choix. Mais certains de cette population estiment que la République est restée indifférente face à leurs préoccupations posées en 2016 et a d'abord répondu par la force
avant de venir sur la table des On discussions. n'a pas répondu par la force, puisque si vous voyez bien l'ensemble des concessions qui ont été faites de la part du gouvernement, on pense quand même que, et c'est d'ailleurs ce que le président le rappelle à juste titre lors d'un discours, nous sommes même allés au-delà de ce qui nous avait été revendiqué. Mais lorsque vous avez des gens qui s'inscrivent dans une logique guerrière, qui s'inscrivent dans une logique vindicative, dans laquelle la surenchère donne lieu à une autre surenchère, une fois qu'on a satisfait la première, là également on peut se trouver désemparé. Mais encore une dernière fois, j'ai toujours répété en ce qui me concerne que ce problème-là du Nord et du Sud nous concerne tous. Nous concerne en tant que fonctionnement de la société, en tant que société cherchant une cohésion. Et dans ce cadre-là, nous devons être conscients des responsables qui sont les nôtres. Notamment quand vous avez un enfant qui est déviant à la maison, n'attendez pas que la police vienne l'arrêter. Vous avez un rôle au niveau de la cellule familiale, un rôle à jouer, qui consiste à dire, vous commencez par réprimer l'enfant en lui disant, pour l'avenir, peut-être ça a été une bêtise de ta part, il faudra savoir comment se tenir. Dans ce qui s'est passé dans le nord et le sud-ouest, c'est pour ça que j'entends d'ailleurs une inflation du nombre de morts. Vous avez un responsable politique à un moment donné qui vous dit c'est 3 000 morts, quand il change de chaîne ou de pays, il vous dit c'est 12 000 morts. Comme si, en réalité, on en était assez délecté du fait qu'il y ait des victimes dans le cadre de telle crise. Je reviens à ma position initiale que j'étais en train de développer, qui consiste à dire que nous avons une part de responsabilité, c'est-à-dire que dans une république, c'est les mécanismes républicains qui nous permettent de résoudre nos problèmes. Lorsque vous avez un différend avec votre voisin, vous allez voir le tribunal. Lorsque vous avez un différend collectif, vous mettez l'ensemble des choses sur la table, vous discutez, et éventuellement, si vous avez un arbitre à chercher, vous prendrez un arbitre, ce sera soit là la société civile, en demandant à l'ensemble des membres d'arbitrer, soit également en vous référant aux mécanismes constitutionnels qui vous permettent notamment de porter plainte. Dans ce qui s'est passé dans le nord et sur le sud-ouest, un certain nombre de responsables politiques, avec une certaine délectation abjecte, ont cautionné le fait qu'à un moment donné, que l'on puisse prendre les armes au nord-ouest ou au sud-ouest. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, quand vous voyez après l'inflation des morts, c'est une conséquence de tout cela. Parce qu'à un moment donné, lorsque il y a une digue sociale qui n'a pas fonctionné, celle qui consiste à dire on ne fait pas un certain nombre de choses parce que la société va réprimer, vous avez d'autres digues qui prennent le relais par la suite, et notamment, vous avez l'armée qui doit rentrer en ligne de compte, mais en même temps, vous devez être conscient de ce que lorsqu'il y a une première digue qui n'a pas joué son rôle, la deuxième digue également peut être débordée. Et croyez-moi, il n'y a pas dans une république un soldat qui prendrait son arme pour pouvoir mettre à la vie d'un citoyen en toute gaieté. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est le dilemme qu'un de mes collègues ici a soulevé à un moment donné, qu'on a été de tourner en dérision, c'est le dilemme de l'officier. C'est-à-dire que vous êtes un officier quelque part et on vous met une bombe dans votre avion et on va vous dire allez bombarder tel village. En chemin faisant, vous vous rendez compte que dans ce village-là vit votre grand-mère. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre devoir d'officier ou bien vous bombardez ou alors vous refusez de bombarder. Ça, c'est le dilemme. Et le dilemme en tout mécanisme de guerre, c'est pour ça qu'il faut l'éviter en pensant que la République nous offre toujours des mécanismes de résolution des problèmes. Il ne faut jamais prendre les armes contre ses concitoyens. Et dans le cas du Nord et du Sud-Ouest, je suis à mon corps défendant désolé de constater qu'effectivement, là, on a fait une tolérance absolue. Je crois que cette crise-là, il faudra bien qu'elle nous serve de leçon et que ça jamais ça ne répète. Je suis tout heureux d'entendre que mon ami, mon frère Ombaz Zima tout à l'heure a fait une note optimiste en disant qu'effectivement, espérons qu'en 2020 ça va être avant qu'on arrive en 2020, inscrivons-nous dans cet optimisme-là qui consiste en 2020, ça irait nettement mieux. Avec vous, Maître Roland Ndiou, sur la gestion de cette crise anglophone durant cette année 2019, quels sont les faits marquants qui ont retenu votre attention? D'abord, le premier fait qui a retenu mon attention, c'est un fait tout récent, il ne date même pas de 3 secondes. C'est le réquisitoire, à peu près, de Monsieur Mott, à qui j'adresse mes voeux pour la nouvelle année. Ça ressemble à un réquisitoire, ce que vous venez de dire, Monsieur Mott. Et ce réquisitoire-là est l'illustration parfaite de la façon dont a été gérée la crise que traverse le Cameroun concernant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Monsieur Mbanzing a planté un décor qui m'a semblé à moi aussi assez optimiste. L'optimisme fait partie de ce qu'on peut avoir comme sentiment. Mais à côté de l'optimisme, on peut également avoir de bonnes raisons d'être pessimiste. Et on est davantage pessimiste quand on écoute les communicants, notamment du parti au pouvoir, ceux qui nous gouvernent, avoir ce genre d'envolée qui consiste à dire que faire une revendication, c'est casser une digue. Faire une revendication, se plaindre, s'exprimer, c'est, disons-le,
déraillé au point où il faut envoyer l'armée bombarder un village, avec une illustration choquante, mais assez révélatrice de l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent, celle de la bombe qui va écraser un village. Où est-ce qu'on vous a appris qu'on règle des problèmes internes avec des bombes pour raser des villages? Vous n'avez même pas dit qu'on maintient l'ordre. Vous n'avez pas dit qu'on recherche les fautifs. Vous n'avez pas dit que vous recherchez ceux qui ont pris les armes et qui sèment la terreur. Vous avez dit qu'on bombarde les villages. C'est vrai, je dois le confesser, c'était une image. Le dilemme de l'officier, vous avez dit. Mais cette illustration montre bien que de votre côté, monsieur Motte, vous êtes dans le tout répressif. Et j'ai été un peu surpris d'apprendre... Non, pas du tout. J'ai été un peu surpris d'apprendre que vous étiez dans une logique où vous pouviez écouter, alors que vous êtes plutôt caractérisé jusqu'ici par de l'autisme. Je dois dire que ce qui m'a marqué dans cette crise, pour répondre directement à votre question, monsieur Noufele, c'est que on a vu une situation, effectivement, comme votre titre l'indique, s'enliser sur le terrain. On a vu des mesurettes être prises qui visaient davantage, et je vais contredire M. Motte encore une fois sur ce point-là, contenter la communauté internationale, parce que vous n'allez pas me dire que comme ça, par coup de baguette magique, on a compris après 2 années de crise et plus, qu'enfin on pouvait dialoguer, alors qu'on a dit qu'on ne dialoguait pas. Je crois que vos collègues communicants le disaient à tue-tête sur les plateaux de télévision. On ne discute pas avec les terroristes, on ne discute pas avec les sécessionnistes. Vous avez passé peut-être 2 années à le dire. Merci de m'avoir excusé pour l'occasion. Et puis, du jour au lendemain, on apprend qu'il y a un grand dialogue national qui sera à Yaoundé, au cours duquel vous avez eu la chance d'être consulté. Bien. Mais où on a choisi de consulter ce qu'on voulait. Non, pas on vrai. a choisi de le faire selon les conditions qui n'arrangeaient que ceux qui sont au pouvoir. C'est donc pour ça que précisément, à l'issue de ce grand dialogue national, on s'est bien rendu compte que le dialogue inclusif que tout le monde demandait n'a pas pu se tenir. Vous ajoutez à ça cette crise humanitaire qui sévit dans nos villes et villages désormais. Vous êtes sans ignorer le flux important de déplacés internes qui peuplent désormais nos quartiers. Vous êtes sans l'ignorer. Ce n'est pas une situation qui va s'améliorer. On ne voit pas ceux qui se sont déplacés là rentrer. Ça devrait être un signe d'amélioration pour au moins espérer, mais on ne les voit pas rentrer dans leur contrée de départ. On voit plutôt d'autres personnes s'ajouter, c'est-à-dire que ça ne s'améliore pas. L'actualité nous enseigne qu'il y a encore des scènes, des actes, des exactions, des coups de feu, des violences, ça et là. Ce ne sont pas des signes qui montrent qu'on peut espérer que la situation se normalise. Et je crois que la loi des finances qui a prévu un certain nombre de mesures n'est que dans son rôle. Elle ne pouvait pas faire autrement que de au moins acter le fait qu'il y a une situation de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et proposer à son niveau ce qu'elle croit être une solution qui peut aider à régler la crise. Mais encore une fois, on se retrouve dans un contexte où l'autisme est allé jusqu'à son paroxysme. Le paroxysme de l'autisme que M. Motta a illustré tout à l'heure, c'est qu'on a quand même réussi à forcer la convocation du corps électoral au cours de cette même année 2019 dans un contexte où tout le monde sait qu'il sera quasiment impossible de faire des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pire, vous savez, on aime souvent ne se préoccuper que de ce qui est proche de nous, mais même proche de nous, le fait qu'il ne puisse pas y avoir vraiment de vie dans le nord-ouest et le sud-ouest empêche à beaucoup de nos concitoyens, ici même, à Douala et dans les autres villes, ont empêché, si je dois parler au passé, de ne serait-ce que constituer leur dossier parce que parfois nés dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'ai connu des cas comme cela où des gens n'ont pas pu avoir l'extrait d'acte de naissance parce qu'il fallait aller faire cela dans le Lébi-Alem. Vous connaissez le Lébi-Alem? Vous savez quelle est la situation qui prévaut là-bas. Je ne parle pas d'être candidat dans le Lébi-Alem. Je parle de personnes qui sont résidentes à Douala, qui veulent être candidats à Douala, mais qui doivent faire établir leur extrait d'acte de naissance dans le Lébi-Alem. Pour cette seule raison-là, ont été exclus du jeu électoral. Non, il ne faut pas qu'on se voile la face. La République, c'est quoi, monsieur Motte? Celle qui nous protège là. Cette République, c'est la res publica, la chose publique, la chose de tous. Et ce tous est inclusif. Ce tous n'est pas ceux qui gouvernent. Ce tous n'est pas ceux que ça arrange. Ce tous-là, ce n'est pas seulement vous au RDPC. Ce tous,
c'est tous les Camerounaises et les Camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si un seul d'entre eux pose un problème à la République s'arrête et regarde ce problème, le résout avant de passer à autre chose. C'est ça la République. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à admettre au Cameroun. En plus, la République s'appuie sur le fonctionnaire, le civil servant, le serviteur. Il faut que les Camerounais apprennent à savoir ce que c'est que la République, à savoir ce que c'est que le service public, et à savoir que quand les avocats, les enseignants, les étudiants se plaignent, comme ça a été le cas dans le nord-ouest et au sud-ouest, aux aurores, monsieur Motte, aux aurores, aux premières heures de cette crise, on n'envoie pas la gendarmerie les bastonner, parce qu'ils n'avaient pas les armes à ce moment-là. Parce que vous qui semblez stigmatiser seulement le fait d'avoir pris des armes, que nous condamnons tous, même comme vous refusez souvent de le dire. C'est une première. L'amnésie sélective, c'est quelque chose qui peut vous parler. Ouais. Je disais donc au début de cette crise, ceux qui se sont plaints dans les campus de Boya, les avocats qui ont marché, ils n'étaient pas armés. Sauf que il est clair, et cela est acté aujourd'hui, personne n'en discute plus, que la soldatesque avait été envoyée pour leur reprocher d'avoir osé marcher, d'avoir osé revendiquer quelque chose qui était de leur droit. Et 3 ans après, le chef de l'État a convoqué un grand dialogue national avec Edmond Kambia. Ce dialogue, les conditions d'organisation de ce grand dialogue national ont suscité la controverse et le débat au Cameroun. La communauté internationale, la classe politique camerounaise avait demandé au président de la République un dialogue inclusif avec les chefs des groupes armés. Et le gouvernement a brandi durant ces assises d'une semaine certains soldats, certains membres de ces groupes armés qui ont décidé de sortir des bois pour rejoindre la République et assister à ce grand dialogue. Pour vous, le bilan aujourd'hui de cet acte majeur dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, est-ce qu'il a répondu aux attentes formulées par les populations? C'est difficile de répondre par l'affirmative à cette question. Difficile à répondre par l'affirmative parce que les attentes étaient nombreuses. Les attentes étaient réelles. Mais au finish, parce qu'il y a beaucoup de controverses sur la participation d'abord des différents acteurs concernés, parce qu'il y a de la controverse au niveau des recommandations qui ont été formulées et de leur application, on a du mal à faire un bilan, j'allais dire, détaché de toute considération. En fait, c'est pour dire quoi? Oui, on attendait un grand dialogue national. Mais on attendait un grand dialogue national auquel feraient partie tous les acteurs concernés. C'est-à-dire les partis politiques du pouvoir et de l'opposition, mais davantage les acteurs qui, dans les forêts ou dans la diaspora, agissent comme donneurs d'ordre ou comme acteurs au niveau des bandes armées pour animer ou entretenir, nourrir la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vrai qu'on a vu, on nous a présenté des individus qu'on dit être des ambazoniens au palais des congrès, mais au jour d'aujourd'hui, on a du mal à croire que ceux qu'on a présentés étaient tous véritablement des ambazoniens. Parce que juste après la fin du grand dialogue national, c'est la terreur qui était forte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et de manière progressive, si ceux-là qu'on a présentés comme étant des ambazoniens étaient véritablement les porte-paroles de ceux qui agissent sur le terrain, dans les forêts, je pense que la solution aurait été autre. On aurait peut-être pu obtenir un début d'engagement qui irait dans le sens d'un cessez-le-feu. Ce ne fut pas le cas. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait dans le sens des discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu. C'est la première chose qu'il faut dire pour nuancer nos propos par rapport au bilan qu'on attendait du grand dialogue national. La deuxième chose par rapport au grand dialogue national, c'est que les résolutions qui ont été prises n'ont pas été immédiatement implémentées. Il a fallu attendre une pression forte sur le plan national comme sur le plan international pour qu'il y ait une assemblée extraordinaire. Et pour la première fois, je dois le souligner, on annonce une assemblée extraordinaire sans préciser l'objet du débat. Ça, c'est inédit dans l'histoire du Cameroun. Parce que chaque fois
qu'on a convoqué une assemblée extraordinaire du Parlement, extraordinaire. c'est sur un objet précis. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher aux Camerounais? Mais aujourd'hui, on a compris pourquoi l'objet n'avait pas été précisé. Parce que le texte qui en est sorti, le fameux texte, le code sur les... Code général de la Le décentralisation. code, oui, le code qui en est sorti et qui précise un régime spécial relatif au nord-ouest et au sud-ouest, en tout cas des régions anglophones, n'est pas véritablement satisfaisant, ne répond pas aux attentes des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, le texte a été promulgué. J'ai du mal à croire qu'il sera appliqué parce qu'on a eu d'autres plateaux ici, dans ce débat, où on s'est rendu compte que ça n'apporterait pas grand-chose. Tant qu'il n'y a pas eu au préalable une discussion, des négociations entre, d'une part, le gouvernement et de l'autre part, les forces séparatistes. Et il y a eu même un début de médiation coordonné par la Suisse, qui aujourd'hui s'est retiré. Il est important qu'il y ait cette rencontre entre les représentants du gouvernement et les forces, y compris les groupes politiques ou des représentants des groupes armés séparatistes, pour qu'un texte soit adopté. Un texte probablement concernant également la forme de l'État. Et c'est ce texte-là qui devrait normalement atterrir au Parlement, être discuté, être adopté pour qu'on ait des solutions justes et durables concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Centre humanitaire pour le dialogue, ce centre suisse, a réagi aux informations concernant son retrait en déclarant qu'il reste toujours médiateur dans le cadre de ce dialogue initié en Suisse entre des groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais. Mais Martin, un statut spécial qui a été soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat. On doit certainement éviter ce qui est arrivé. Moi, je me remets quand même sur ce que dit le cardinal Toumi, parce que, voyez-vous, c'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que qui peut penser aujourd'hui que du jour au lendemain on peut résoudre le problème du nord et du sud-ouest? Non. Ce qui a été fait, moi, je pense que on va vers. Et si une éminence comme le cardinal Toumi, qui connaît bien le terrain, qui est allé sur place, nous dit que les choses sont quand même à peu près. Il n'y a pas de perfection. La perfection n'existe pas sur ce monde, hein, dans ce monde. Donc, moi, je pense que il faut attendre. Vraiment, je crois que ça a trop duré. C'est 3 ans. 3 ans où notre économie est plombée parce que nous avons un vaste vivier là-bas où les gens travaillent. On ne savait pas à l'époque, on voyait qu'il n'y avait que le pétrole. Dans cette zone-là, l'agro-pastorale, l'agriculture compte beaucoup. Ces gens-là doivent se remettre au travail, vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas de système parfait. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, parce que aussi les Camerounais, j'ai bien l'impression qu'ils disent beaucoup de choses parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas l'histoire. C'est très compliqué, monsieur Loufele. C'est très compliqué. Si vous repartez à la base du Cameroun, des accords de l'époque coloniale, après la guerre, c'est tellement compliqué que d'aucuns pensent qu'il suffit de bouger un bout de papier pour que ça change. Non. Et il y a des choses qui sont pas derrière, qui nous interpellent d'abord en tant que citoyens camerounais et dont on doit avoir beaucoup de tact pour toucher. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est que le Cameroun ne veut pas, enfin, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne veulent pas qu'on parle de fédéralisme. Hein? Est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles il semble si réticent à cette option? Non, en réalité, il se passe que il y a eu des retards. Je vous dis, c'est un problème de timing. C'est-à-dire que si ces mesures qu'on prend aujourd'hui avaient été prises, je vous jure qu'on ne serait jamais arrivé là. Vous avez vu quand même l'engouement qu'ont eu certains Camerounais lorsqu'ils ont appris que désormais on ne va plus élire les délégués du gouvernement. Mais ça a fait un petit ouf, hein. Imaginez, les gens sont en train d'attendre que tout ce qui a été dit là, même si ce n'est pas parfait, qu'on mette d'abord ça en application et qu'on jauge. Et puis aussi, il faut reconnaître quand même que le Cameroun n'est pas. Et là, je suis vraiment très très sérieux. C'est pas ça le problème du Cameroun. Le Cameroun n'est pas le seul pays où des gens parlent de la Catalogne. Mais nous sommes en train de vouloir faire quelque chose, c'est de dire que nous sommes un grand pays. Le NOSO compte beaucoup pour notre pays. Quel qu'en soit le candidat qui est aux affaires, ne pourra jamais se débarrasser du NOSO en disant que prenez ce que vous voulez, prenez la séparation. Jamais. Un vrai Camerounais, bon Camerounais ne peut jamais accepter cela. Donc ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, ce qui a été fait pour moi, c'est déjà un pas. Et je vous dis, monsieur Noufele, je m'en tiens
au propos du cardinal Toumi. Si maintenant, aujourd'hui, on me dit que le cardinal Toumi n'est pas crédible dans les problèmes, il a remis un document, un rapport de 400 pages. Ça veut dire que ce qu'il faut maintenant, c'est le suivi. Vous savez très bien que tout le problème au Cameroun, c'est qu'on pond beaucoup de textes, mais quand il faut parler du suivi, les gens ne sont plus là. Donc moi, je pense honnêtement que le débat là, entre fédéralisme et statut spécial, pour moi, ça a déjà été tranché. Il faut maintenant qu'on aille à l'applicabilité de la chose, à savoir que ceux qui sont là et qui seront élus vont maintenant élire. Le jour où le maire n'est pas... C'est tout ce qu'on décriait ici, que s'il est anormal que quelqu'un qui n'est pas élu commande ceux qui sont élus. Donc, pour moi, c'est déjà une première victoire du grand dialogue national. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est question que si vous pensez que ce maire ne mérite pas d'être là, ben vous le sanctionnez. Parce qu'à l'intérieur même du RDPC, ça, M. Monté est bien placé pour moi, ce n'est pas l'unanimité, parce que c'est un candidat. Hein. Ça veut dire que demain matin, après-demain matin, on peut déposer un maire qui ne peut plus être nommé, ou un directeur qui ne peut plus être nommé. Donc pour moi, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Moi, j'ai le regret, honnêtement, que le MSC, qui est une force, hein, se soit abstenu. Parce qu'en réalité, on comprend aujourd'hui que la somme des petites propositions peut faire sortir une grande proposition. Maintenant, il continue à être présent dans le débat politique, et c'est très bien. On n'est pas toujours obligé d'être aux affaires pour apporter. C'est en cela que moi, je pense honnêtement que le débat sur est-ce que nous sommes pour un État fédéral est déjà dépassé. Nous sommes allés dans une histoire de décentralisation accentuée, appuyée, et maintenant, nous allons sur le statut spécial en ce qui concerne le NOZO, et c'est déjà quelque chose de Et bien. le cardinal Christian Toumi, dans son document qu'il a remis au Premier ministre durant ce grand dialogue national, il a insisté sur le fait que 60% des personnes interrogées s'étaient prononcées en faveur de la sécession. Et il avait recommandé au gouvernement camerounais de choisir l'option du fédéralisme. Avec vous, maître Roland Dieuou, sur ce statut spécial qui vient d'être adopté, l'option choisie au terme de ce grand dialogue national et adoptée lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Lorsque vous envoyez les dispositions spécifiques, est-ce qu'elles répondent aux préoccupations soulevées par ces populations depuis 3 ans et depuis de nombreuses années aujourd'hui? Merci de me poser cette question. Et je vais me prévaloir de la même crédibilité dont M. Ombazin crédite le cardinal Toumi pour dire que ça veut dire que son rapport est crédible lui aussi. Et donc il est crédible de... Sur ce point-là, mais pas sur l'autre. Monsieur Mott, vous avez la fâcheuse habitude ce dimanche de m'interrompre. On est en train de causer. Non, nous ne causons pas. Nous ne causons pas. Je vous en prie, J'ai la monsieur. parole et je vous Roland prie de Dieuou, laisser aller vous jusqu'au pouvez bout. vous exprimer. Encore une dernière fois, Allez-y. vous allez dire, je vous ai coupé, j'assume. Je vous en prie, Samuel. Roland, vous avez la Non, mais parole. c'est désagréable. Roland, vous avez la Ah bon. parole. Alors c'est désagréable pour vous que je vous rappelle que vous m'interrompez. C'est ça qui est désagréable. Monsieur, Bon, d'accord. Roland Dieuou a la Je parole. passe dessus, monsieur Mott. J'étais en train de Allons dire que droit au but. si donc la parole de son éminence, le cardinal Christian Toumi, est crédible, ça veut dire que lorsqu'il vous dit que 60% des personnes interrogées dans le nord-ouest et le sud sont pour la sécession, c'est crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si vous dites donc à votre père, papa, je veux pour Noël un vélo. C'est acté que c'est le vélo que vous voulez. Il se souvient que vous lui avez demandé en 1996 un jouet de véhicule, un jouet de voiture. Il va chercher le jouet de voiture, il met la peinture dessus, il vous dit c'est une voiture spéciale. Ça ressemble, c'est-à-dire que cette image me permet d'illustrer le statut spécial qu'on vous a octroyé. Vous lui demandez quelque chose de précis. Il se souvient qu'il y a une loi au Cameroun avec la Constitution de 1996 qui prévoit la décentralisation au niveau régional et que les régions puissent avoir un statut spécial et que bon, ça fait longtemps quand même qu'on dit au Cameroun qu'il ne faut plus que les délégués du gouvernement existent. C'est là-bas qu'on va agir. C'est qu'on a demandé en 2018. On n'en parle pas. Vous trouvez ça logique? Non, ce n'est pas logique du tout. C'est pour ça que nous pensons humblement qu'il s'agit de l'esbrouf. Est-ce que ce statut est spécial à travers ces dispositions? Non, il est déjà spécial à travers son fondement juridique. Les dispositions de la Constitution précisent qu'il est possible d'avoir un statut spécial. Ce n'est pas une innovation. C'était déjà prévu. Ce n'est pas comme si on a découvert ça en 2019. La Constitution de 1996, article 62, je crois,
précise déjà que dans la mise en place des régions, il peut être tenu compte des spécificités de celles-ci. C'est donc la porte ouverte aux statuts spéciaux. C'est depuis 1996 que c'est prévu. Et comme M. Ombazing le disait, pourquoi on n'a pas mis ça en place depuis 1996 donc? C'est ça le vrai débat. Pourquoi venir en 2019 convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour se souvenir que ça existe dans la Constitution de 1996? C'est précisément parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la logique de l'autisme du côté de Yaoundé. Sauf qu'ils ont évolué dans leur forme d'autisme. C'est qu'ils ont choisi de faire désormais semblant. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils avancent, alors qu'ils sont sur place. Parfois, ils reculent. Parce que de 1996, il a fallu attendre jusqu'en 2004 pour avoir 4 lois. Loi d'orientation sur la décentralisation, loi fixant les règles applicables aux régions, loi fixant les règles applicables aux communes, loi fixant un régime financier des collectivités territoriales décentralisées. 2004. De 2004, il a encore fallu attendre 2019 pour que ces 4 lois soient fusionnées, enfin, pour besoin de cohérence, dans un gros livre qu'on appelle désormais Code général des collectivités territoriales décentralisées, avec un petit zeste de parfum qu'on a appelé statut spécial. Ça donne au gouvernement l'argument du temps. Il vous dira, il lui faut encore un peu de temps pour mettre en place cette décentralisation actée seulement en 2019. On va vous dire d'ici 4 ans, 5 ans, que les institutions se mettent en place progressivement. Alors que là, dans le fond, on s'est organisé pour qu'une institution prévue depuis 1996 ne soit pas appliquée jusqu'en fin 2025, puisque c'est la fin du mandat du président illégitime actuellement en fonction. Donc, vous voyez que ce n'est pas de ça qu'il est question. La question du fédéralisme, la question du nord-ouest et du sud-ouest, les ressorts de cette question-là, ils sont beaucoup plus profonds que ce qu'on veut bien nous faire croire. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je vais être très sérieux sur cette question parce que c'est assez important. Et ceux qui nous regardent, notamment ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, sont souvent très gênés que l'on ne perçoive pas toutes les facettes du problème qui est posé. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je crois que c'était en 2002, mais la date peut être erronée. De toutes les façons, avait rendu une décision reconnaissant à l'ex-Southern Cameroun le statut de peuple. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. C'est un fait. Et c'est un fait qui, au jour d'aujourd'hui, est acté dans le cadre du droit international. Ce qui avait été refusé aux plaignants devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était de revendiquer une certaine indépendance en vertu du droit de tous les peuples à l'autodétermination. Mais il a été reconnu le statut de peuple. Il avait été dit que l'autodétermination avait été réglée en 1961. Et donc, il leur revenait, en tant que peuple, de voir avec l'État du Cameroun les voies et moyens d'organiser l'État. C'est pour ça que la conférence générale anglophone, que le cardinal Toumi justement avait voulu organiser, est importante parce que c'est le meilleur moyen de donner la parole au peuple anglophone qui est reconnu comme tel par le droit international en vigueur. Une fois que ce peuple anglophone dit ce qu'il a à dire, s'exprime sur la façon dont il pense qu'on peut organiser leur association dans l'État du Cameroun qui fait problème depuis 1972, tout au moins, à ce moment-là, on est en plein dans ce que tout le monde demande, c'est-à-dire le dialogue inclusif. Et c'est pour ça que toutes les mesures qui vont être prises seront des mesures cosmétiques, parce que ça n'a pas vocation à résoudre les problèmes au fond. Et je vous le dis, une communication de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples rentre dans le droit positif africain et ça s'impose aux États. Donc, quoi qu'on fasse, on sera bien obligé, que ce soit avec ce régime ou un autre, de régler ce problème-là au fond. C'est pour ça que le bon sens veut qu'entre deux positions extrémistes, celle des séparatistes, qui n'est pas conforme au droit international, je dois le rappeler, mais qui est un souhait qu'ils expriment
Et je crois que la liberté d'expression garantit qu'on puisse dire qu'on n'est même pas d'accord avec le fait de rester dans un État sans que cela ne soit encouragé. La sécession, M. Mott, c'est un extrême. L'autre extrême qui consiste à maintenir le statu quo de l'État unitaire unanimisant, dans lequel, lorsqu'on n'est pas d'accord avec les amis de M. Mott, on a brisé une digue. La position médiane entre ces deux positions-là, c'est bien le fédéralisme. Parce que le fédéralisme garantit l'intégrité de tout le territoire du Cameroun tel que acté en 1961, mais ça nous permet d'avancer dans la résolution en interne de notre problème de vivre ensemble. Et on n'est pas obligé. Tout à fait. Il n'y a rien qui nous oblige à avoir un fédéralisme identique à celui de 1960. Le gouvernement a il faut passer par là. opté pour le statut spécial. Il y a les États-Unis qui ont suggéré à travers la voix de leurs parlementaires au gouvernement camerounais de négocier avec ces groupes armés et les chefs de l'opposition au Cameroun une forme de l'état de nature à pouvoir mettre un terme à ces multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Samuel Mott, cette initiative du gouvernement d'aller vers un statut spécial dont l'innovation n'est pas toujours perçue dans les rangs de l'opposition, pourquoi avoir opté pour ce statut spécial malgré toutes les voix qui s'expriment concernant cette forme de l'État? Malgré toutes les voix qui s'expriment là, par exemple, vous me citez le cas des congressmen américains. Quelques congressmen américains, effectivement, là aussi, ont le droit de nous apporter leur contribution dans le cas des difficultés que nous avons et que par ailleurs, personne n'est ni, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la société civile, avec un certain nombre de possibilités tout de même, que ce soit au niveau de l'opposition, qui pense que son devoir ici, c'est de peindre en noir ou alors de renforcer les traits pour pouvoir montrer effectivement que rien ne va. On essaie d'écouter tout le monde. Mais là également, je suis un peu mal à l'aise parce que très souvent, vous laissez Roland Diéou de verser son venin sur moi, ça tu vas créer la possibilité de réagir. Je vous en prie, vous avez la parole, allez-y. Non, j'ai la parole effectivement, mais quand il me parle de sa République à lui, oui, je suis d'accord, mais la République également, ce n'est pas le champ des illusions. La République, c'est un monde réel dans lequel existent, c'est vrai, les hommes, mais également un certain nombre de règles qui doivent être respectées de tout le monde. Et ma notion de digue sociale, effectivement, fait référence non seulement à des règles, non seulement des règles de droit, mais également des règles de morale, qui fait qu'on commence à dire à un moment donné à un enfant, on ne vole jamais. On salue son voisin de palier quand on le rencontre. On est poli. Quand on va à l'école, il y a un certain nombre il y a un effort à faire, droit civique. Un peu de civil dans tout ce que nous mettons. Mais cet enfant doit s'identifier à des valeurs. Oui, mais dans la République. Et les bonnes valeurs, ces valeurs encore existent. Les bonnes valeurs, effectivement, seraient les valeurs républicaines. Et dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et de manière générale d'ailleurs, on peut également le dire pour ce qui est de Boko Haram, de même qu'on peut le dire pour ce qui est des attaques que nous subissons à l'est de notre territoire, on n'a pas à prendre des armes pour pouvoir dérouler un différend politique. Même d'importance, on n'a pas à prendre des armes. Et la démocratie, elle est ainsi faite, qui consiste à dire à un moment donné, lorsqu'on se retrouve minoritaire dans des idées que l'on défend, on patiente, on attend son heure arrivée avant de faire quoi que ce soit, de partager ses lumières aux autres parce qu'on serait entre-temps devenu majoritaire. Si vous pouvez commencer à continuer, je veux dire, éprouver une certaine forme de connivence, de tolérance par rapport à des actes déviants, on n'est plus dans la République. Tout au moins celle que je connais, dont je connais les fictions, mais qui, à mon sens, devait être partagée par Roland Diéou. La République n'est pas effectivement là pour pouvoir créer des incidents partout. Effectivement, dans le cadre des droits fondamentaux, quand on manifeste, quand on exprime des opinions, on doit également se référer à l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit effectivement votre liberté finit là où celle de l'autre commence. Et qui dit effectivement qu'on ne peut pas manifester, et pas seulement, je veux dire là également, j'aime bien le souligner avec délectation, même en 1789, où on vient de guillotiner le roi parce qu'il y a une insurrection populaire, l'article 4 précise bien que dans le cadre des manifestations, dans le cadre de l'expression de l'opinion, il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter. Et donc, si vous avez une république, effectivement, qui commence à tolérer l'ensemble des formes de déviance, nous-mêmes, nous serons tous en danger. Mais là encore, vous voyez très bien, parce que là, quand ils nous prennent sur le fait que on a mis, je ne sais pas moi, 40 ans, 50 ans à appliquer une disposition constitutionnelle, j'ai tendance à lui dire qu'effectivement, les gens qui sont en situation de nous gouverner aujourd'hui et à qui nous devons apporter une forme, même si c'est timoré de leur part, et encore que je l'attends toujours, cette forme de soutien-là, ont une certaine vision
de la société camerounaise. Ils ont une certaine observation de la société camerounaise et ils savent les contingences qu'il y a au quotidien à pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Premier élément qu'ils doivent vous donner, c'est en toute honnêteté que dans le cadre de cette constitution de 1996, il a été clairement dit il y a un certain nombre de modifications qui doivent être apportées à l'intérieur de notre corps social. Ces modifications-là, nous entendons le faire, mais nous le ferons de manière progressive. Il n'y a pas dans Toulouse par la matière, mais j'ai compris également que les avocats ont le fait beaucoup et ils peuvent se permettre. Mais ça a pris une vingtaine d'années tout de même. Je n'ai pas fini. Alors que les problèmes des populations anglophones avaient été posés au début des années 90. Le gouvernement en avait parfaitement la conscience. Je souhaiterais, moi, en ce qui me concerne, de ne pas m'appesantir sur ce cas particulier-là des problèmes anglophones, parce que chaque communauté à l'intérieur de notre triangle national peut également avoir une forme de revendication à éprouver. Très bien. Celles-là ont été éprouvées, on essaie de les résoudre comme on peut. On essaie de les résoudre avec un certain nombre de difficultés liées effectivement au fait que Roland Dieu a fait sauter allègrement une digue sociale, mais on essaie de les résoudre. En tout état de cause, écoutez-moi bien, le gouvernement qui est conscient des difficultés qu'il y a à faire bouger un certain nombre de lignes peut également prendre un temps de réflexion. Parce que Edmond Kamga, qui est mon ami et qui est mon voisin également de plateau, il semble dire effectivement que la loi sur la décentralisation, le code général sur la décentralisation est très controversé, mais en réalité, je ne vois pas, il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout pour c'était un certain nombre de dispositions qui le paraît assez difficile à mettre en œuvre, ou tout au moins contester. Je voudrais tout simplement vous préciser, quand Tif Moukete au Sénat, et ça nous vaut des applaudissements, quand il dit ce serait bien que l'on fasse en sorte que chaque région puisse, les filles de chaque région puissent être à même de gérer ses propres ressources. Cette revendication également devait nous interpeller. Parce que vous ne pouvez pas suivre dans ce discours-là le sénateur, comment on appelle, paramount, chef suprême, dans cette démarche, sans toutefois avoir un autre questionnement. Qui est le fils d'où, premièrement? Or, vous vous rendez bien compte que quand il dit qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont contrôlées, il parle notamment de la disposition, moi je ne vais pas contourner le sujet, sur l'autochtonie. Vous ne pouvez pas, dans une république telle qu'elle est imbriquée aujourd'hui, avec des zones qui sont pratiquement des zones sanctuaires et des zones en partage, vous ne pouvez pas faire une décentralisation sans faire bouger, sans toutefois poser l'interrogation sur ce domaine. Est-ce qu'il est acceptable? Mais là également, j'ai comme l'impression qu'il y a quand un certain nombre de leaders d'opinion prennent la parole, ils se foutent pas mal des ressentis des autres. Non, un bon dirigeant dans une société républicaine doit être en mesure d'entendre les clameurs qui montent de la société. Il doit être en mesure d'entendre l'ensemble des aspirations que les uns et les autres expriment autour de lui. Et dans ce cadre-là, quand vous entendez aujourd'hui les gens, encore que dans ce domaine-là, je vous le concède, il n'y a pas une évolution fondamentale, à part le fait qu'on a demandé qu'un responsable au niveau des villes puisse être élu. L'idée initiale de mettre en place les communautés, les communautés urbaines dans un certain nombre de villes, c'était effectivement pour pouvoir résoudre ce problème d'autochtonie qui consistait à dire, et ça date de depuis longtemps, on mettra à la tête d'une communauté le fils d'un terroir qui aura à cœur de développer la cité. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on vous dit aujourd'hui que certes on va les lire, et qu'on va les lire au niveau des personnes qui sortent de la région, je ne vois pas en quoi les gens doivent se citer. Parce que la société doit nous amener à accepter à un moment donné de partager un certain nombre de dispositions, que ce soit de l'espace, que ce soit des ressources, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Cette idée-là qui consiste à dire, nous pouvons, parce qu'à un certain nombre, nous revendiquons de telle ou telle puissance, de telle ou telle force, de telle ou telle autre chose, on peut faire fi de l'ensemble des clameurs. Effectivement, c'est une unité de cadavres qui risque de mettre en mal le développement de la République. Après vous, Martin Ombazing, sur cette situation concernant la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Comment envisagez-vous l'année 2020 au regard des réticences plus ou moins observées sur le terrain concernant ce statut spécial qui a un contenu encore très peu compris des populations, là où elles demandaient à pouvoir elles-mêmes mettre sur pied un mini-gouvernement, avoir une assemblée qui légifère,
sur des questions qui concernent la spécificité culturelle, linguistique et judiciaire dans les régions anglophones. Pour vous, vous entrevoyez l'année 2020 comment, concernant cette crise anglophone? À mon avis, si cela est accepté par la majorité, parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, on ne verra jamais une situation où tout le monde est d'accord. Ça, c'est un rêve qu'il faut tout de suite oublier. Moi, je pense raisonnablement que la situation en 2020 ne peut pas être celle de 2019 et 2018. Ça, j'ai l'impression, quelles qu'en soient les réticences qu'il y a ici ou là, j'ai quand même l'impression qu'il y a le bon sens qui va habiter tout le monde. En fait, je ne sais pas si quand on est Camerounais, on souhaiterait encore avoir une année de plus. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dépendra de comment est-ce que la mise en place. Je l'ai dit qu'au Cameroun, nous sommes très forts, nous sommes très intelligents, on a des beaux textes. Maintenant, dans leur applicabilité, est-ce que cela va suivre? C'est le rythme, vous savez. Si le rythme est lent, si le rythme est atone, les populations peuvent se lasser. Vous avez vu, entre le moment où la fin du grand débat national, il y a eu comme à un moment donné où on se posait beaucoup de questions avant justement que le président ne puisse convoquer cette assemblée extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de choses, les gens sont morts, il y a beaucoup de morts. Nous savons aujourd'hui que les choses peuvent aller pour ça. Peut-être que ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui va arriver vers le fédéralisme. Mais moi, je me dis, à partir du moment où on dit un tien vaut mieux que deux tu auras, je pense qu'ils vont d'abord prendre ça. Et le fait de prendre ça va permettre de reprendre un certain nombre de choses entre les mains des populations locales. Je pense que déjà ça, comme je vous ai dit, un tien vaut mieux que deux tu auras. Je crois que si on arrive à implémenter ce qui a été décidé de par le statut spécial, ce sera déjà un pas pour moi qui fera que 2020 serait mieux que 2019. Durant cette année 2019, Edmond Kamgia, il y a eu la communauté internationale qui a tensé le gouvernement camerounais sur l'aggravation des violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone, mais aussi les droits civiques et politiques des Camerounais. Une situation qui a suscité de vifs débats durant cette année. C'est l'arrestation de plusieurs leaders politiques qui avaient initié des marches pour contester les résultats de la dernière élection présidentielle. Pour vous qui êtes journaliste depuis une trentaine d'années, comment appréciez-vous cette gestion des manifestations publiques des partis de l'opposition durant cette année 2019? Oui, Céline Fellé, je vais répondre à cette question, mais j'ai été interpellé par Samuel Motte à 2 reprises. D'abord sur la question d'autochtonie. Il a abordé la question d'autochtonie. Il a également abordé les explications qu'ont donné le chief Moukete, n'est-ce pas, au Sénat. Moi, je veux revenir précisément sur ces 2 points qu'il a évoqués pour dire qu'en réalité, lorsque le chief Moukete décide d'aborder la question anglophone au Parlement, c'est dans un contexte où, pendant plus de 9 sessions, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, on a la possibilité de mettre sur la table, de mettre en débat à l'ordre du jour la question de la crise anglophone. Il dit plus de 9 sessions. L'autisme. Oui, c'est l'autisme, tout à fait. Et puis, l'opposition, les partis de l'opposition, et notamment le SDF, je me rappelle, a insisté, a même posé des actes forts au sein de l'Assemblée pour que le débat sur la crise anglophone soit débattu. Ça n'a jamais été débattu. Et c'est Chief Moukete, qui est du RDPC, qui dit, parce qu'il en avait déjà marre, s'est exclamé et dit et exprimé quelle est la profondeur des problèmes que connaissent nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour résumer ses propos, en réalité, ça tourne autour de la forme de l'État. Et je pense qu'il n'a pas été compris par ses camarades du RDPC. Il n'a pas été compris par tous ceux qui gèrent au niveau de la haute hiérarchie du RDPC la crise anglophone. Parce que si le chief Moukete avait été écouté, le débat aurait été posé au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ça, c'est d'un. En ce qui concerne la question de l'autochtonie sur laquelle M. Motte est revenu, et ça permet de percer l'abcès. Oui. M. Motte, Oui. j'ai dit que
ce texte, ce statut spécial que l'on veut octroyer, qu'on dit octroyer à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est inclus dans un texte conflictogène. Et parmi les notions auxquelles j'attribue le qualificatif de conflictogène, il y a l'article 246 qui parle d'autochtonie. Voyez-vous, avec cet article, où on a légiféré pour l'exclusion entre les Camerounais, désormais, en violation de la Constitution, nous n'aurons plus des citoyens égaux en droit et en devoir, mais nous aurons au Cameroun, et nous avons au Cameroun désormais avec ce texte, des citoyens inégaux en droit et en devoir. Pas du tout. Monsieur Moto, vous permettez que je déroule. Je ne parle jamais quand j'ai la politesse de vous entendre. J'ai dit que ce texte légifère pour l'exclusion entre les Camerounais et viole la Constitution dans son préambule, qui consacre l'égalité entre les citoyens en droit et en devoir. Nous aurons désormais deux catégories de citoyens. Non. C'est-à-dire, il y a un citoyen qui est électeur, qui ne peut pas être éligible. Il y a un citoyen qui peut être électeur, mais qui ne sera jamais éligible. Pourquoi? Parce que dans ce texte, il a été décidé que le maire de la ville sera autochtone. Cela signifie que ceux qui élisent sont, pour les uns autochtones, pour les autres non autochtones. Certains disent à Logé. Mais je voudrais dire ici et rappeler que la notion d'autochtonie n'est pas définie dans cette loi. La notion d'autochtonie n'est pas définie dans la Constitution du Cameroun. Et c'est grave. Lorsque l'on manipule des concepts aussi dangereux dans un pays, où on est censé unir les Camerounais, où on est censé favoriser ce que le chef de l'État a appelé à un moment donné l'intégration nationale, mais on divise plutôt les Camerounais. Je vais prendre un exemple pour être terre à terre. Parce que pour montrer le poison de l'autochtonie au Cameroun. Parce que ça touche même les populations qui se disent autochtones. Alors qu'en matière de droit international, ce ne sont pas ces populations qui sont considérées comme autochtones au Cameroun. Non, je vais être concret. Parce que dans le droit international, au niveau de l'ONU, qui dans une déclaration... Et de l'OIT. Consacre, n'est-ce pas, les populations autochtones. Il s'agit en fait de protéger l'identité culturelle des populations. Et au Cameroun, sont reconnus comme autochtones les populations pygmées, d'abord, et ensuite les Bororo, en tant qu'autochtones ou minorités. Est-ce à dire, d'après la loi qui a été votée, le Code général concernant les collectivités décentralisées, est-ce que le maire autochtone sera soit pygmé, soit Bororo? C'est la question que je me pose, sur la base du droit international. La deuxième question que je me pose, et pour laquelle je vais apporter un éclairage sur la base des exemples que j'ai constatés au niveau des investitures dans les listes du RDPC, je constate que le concept d'autochtonie fait mal, a fait beaucoup de mal dans la constitution des listes pour investir les candidats du RDPC dans le littoral et en particulier dans le Vouri. Que s'est-il passé, Edmond Kambia? Voyez-vous, j'ai même lu le Cameroun Tribune qui a publié les listes des LECA, des candidats du RDPC. Et j'ai constaté, dans le cas d'une dame qui passe régulièrement sur ce plateau, qui est députée, honorable Marlise Doualabel, elle ne peut pas briguer un autre mandat parce qu'elle a été écartée de la liste par le RDPC. Mais au départ, avant que le RDPC ne l'écarte, c'est parce que des natifs du canton Bel ont estimé que Marlise Doualabel n'est pas native du canton Bel. Oh. Elle a épousé un prince, un originaire prince du canton Bel. On lui a préféré une native du canton Bel et c'est elle qui figure à la place de Marlise Doualabel sur la liste des candidats législatifs. Je parle du poison. Parce que vous êtes militant de... Je vous en prie. Est-ce que vous avez participé à la sélection? Non. Je vous en prie, monsieur Mott. Permettez que j'explique les choses. Le poison de l'autochtonie au Cameroun, ça va diviser des familles. Mais oui. Ça va diviser des familles. Je prends l'exemple de la famille de Marlise Doualabel. Mais pourquoi vous devenez nerveux? Non, je le dis parce que ça... Non, mais attendez. Je vous en prie, permettez à Edmond d'aller jusqu'au bout. Je dis que c'est un poison. Elle a épousé un natif du canton Bel. Si demain elle n'est plus, je ne le souhaite pas, elle sera enterrée dans la concession de son époux du canton Bel. Mais on décide de l'écarter
pour mettre une native du canton belge. Et cette décision est partie de l'autorité traditionnelle supérieure du canton belge, qui a estimé que Marlys Douala n'a plus le droit d'être candidate au nom du canton belge. Je vous montre le poison de l'autochtonie. Donc elle est exclue et rejetée. Donc ça va déstructurer les coutumes, les us et coutumes. Je vous montre cet exemple en prenant seulement l'exemple du canton belge. Je demande le droit de réponse. Vous n'êtes pas Marlys Je Douala. vous en prie, au-delà de cette question sur l'autochtonie et également la position de Tif Moukete sur le débat qui a lieu au Cameroun sur le respect des droits civiques et politiques, il y a des partis politiques de l'opposition qui ont eu du mal à organiser des manifestations publiques, des meetings politiques durant cette année 2019. Certains ont même vu leur leader être arrêté et placé en détention. Pour vous qui êtes journaliste depuis une trentaine d'années, quel regard portez-vous sur le respect des droits civiques et politiques au Cameroun? Nous avons fait un grand bond en arrière. Un très grand bond en arrière. C'est-à-dire les acquis que nous avons obtenus avec les lois sur les libertés de 1990 ne sont plus appliqués du tout. Parce que de 90 jusqu'à un certain nombre d'années, nous avons vécu le retour au multipartisme. Nous avons vécu une floraison dans la presse écrite et dans l'audiovisuel. Nous avons vécu au niveau des associations, comme au niveau des ONG, une floraison. C'est-à-dire la société civile et comme les partis politiques ont été actifs avec le retour au multipartisme. Malheureusement, certaines lois qui avaient été abrogées, comme la loi de 62 sur la subversion, ont été distillées, redistillées petit à petit dans le code pénal. Et la pratique de certains acteurs gouvernementaux nous ramène loin encore en arrière, plus de 30 ans en arrière. Par exemple, dans le non-respect des libertés publiques. Quand on arrête des centaines, plusieurs centaines de militants et de sympathisants d'une formation politique, on les incarcère parce qu'ils ont marché pacifiquement. Marche pacifique. On vous arrête pour marche pacifique. Alors que la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 consacre la liberté de manifester. C'est un droit constitutionnel. C'est une violation des droits. C'est une violation des droits fondamentaux. C'est pour cela que je parle d'un grand bond en arrière. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant des mois, c'est-à-dire pendant près de 9 mois, on a assisté à une succession d'irrégularités tant au niveau de l'arrestation qu'au niveau de la détention des militants du MRC. Jusqu'à leur libération, il y a eu tellement d'irrégularités qui ont été constatées en interne comme au niveau international à travers les déclarations qui ont été formulées par les partis politiques en interne, notamment par le MRC, mais également la déclaration de l'Union africaine, la déclaration du Parlement européen, les résolutions du Congrès américain, que ce soit au niveau du Sénat comme au niveau de la Chambre des représentants. C'est dire qu'en réalité, nous avons mal à nos libertés au Cameroun. Et il est temps que le gouvernement prenne conscience que l'image que nous projetons à l'extérieur n'est pas bonne du tout. Et il faudrait que 2019, avec tous ces actes de violation grave des droits de l'homme, soit rapidement tourné, que cette page soit tournée. Et que 2020 qui arrive soit une année au cours de laquelle les droits des Camerounais soient davantage respectés. Mais le gouvernement a pourtant accusé le MRC d'être instigateur des insurrections visant à déstabiliser les institutions du Cameroun, raison pour laquelle plusieurs de vos camarades militants, Maître Roland Diouf, ont été arrêtés lors des manifestations qui avaient été au préalable interdites par les autorités administratives. Pourquoi est-ce que vous vous êtes entêté durant cette année 2019 alors que l'autorité administrative avait interdit les manifestations projetées par le MRC? Vous savez, ce qui était particulier avec la subversion, c'était que c'est celui qui vous arrête qui sait ce qu'il met dedans comme contenu. Donc on peut vous accuser de subversion sans vous dire en quoi est-ce que vous avez posé un acte de subversion. Et l'usage qui a été fait d'une infraction comme l'insurrection ou l'hostilité à la patrie rappelle vraiment que on a vraiment fait le bond en arrière et on s'est retrouvé à cette époque où il suffisait que vous soyez un adversaire politique pour qu'on vous affuble d'un certain nombre de qualificatifs, parfois infractionnels,
pour vous mettre hors d'état de nuire. Vous voyez, on nous accuse d'insurrection au point où même le fait de dire qu'on ne va pas aux élections, c'est-à-dire en déroulant le tapis rouge à M. Motte, est considéré comme un acte tout au moins de déstabilisation. Vous voyez à quel point on navigue dans une mare insolite. On vous dit, vos élections ne garantissent pas les droits civiques des Camerounais de choisir librement leurs dirigeants, parce que votre code électoral, votre système électoral est biaisé. Parce que personne n'a jamais expliqué aux Camerounais ce que sont venus faire les observateurs de Transparency. Pour toutes ces raisons-là, y compris le fait qu'on ne peut pas voter au nord-ouest et au sud-ouest à cause de la crise, mais des Camerounais, parfois qu'on peut créditer d'une bonne constitution intellectuelle, réussissent le tour de force à faire croire aux Camerounais qu'il s'agit là d'un acte de déstabilisation, voire d'insurrection. Encore une fois, c'est noyer le poisson. M. Motte tout à l'heure a évoqué les dispositions. Je pense qu'il a parlé de deux textes, soit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 1945, mais il a également évoqué 1789. Ça me rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 4. Français. Je convoque le texte que vous avez cité pour vous dire que dans le cas français, l'ONU n'a pas suivi cette évolution-là. Mais dans le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, il y a marqué au fer le droit de résister à l'oppression. Ça fait partie des droits consacrés en 1789 que l'ONU n'a pas repris. Donc le citoyen français, en vertu de ce texte-là, a le droit de résister à l'oppression. Et ce texte est rentré dans la Constitution française, qui consacre un droit à l'insurrection. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Samuel Motte, je suis navré. Je vous en prie, Samuel Motte, vous allez réagir. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne son point de vue. Là, il s'agit du droit, monsieur. Roland Diouf, allez-y. Je ne dois pas parler du droit. Vous allez réagir après. Permettez d'abord que Roland Diouf s'exprime. Monsieur Motte, allez-y, Roland. Allons droit au but. Il n'y a pas un Samuel problème Motte, je vous en avec prie. le fait qu'on vous demande une seule chose, respecter le temps de parole des autres. Je n'ai aucun problème avec vos connaissances exceptionnelles en droit. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vous dis simplement, permettez. Écoutez-moi au moins avant de réagir. Parce que quand j'ai fini avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vous ai dit que cette disposition, le droit de résister à l'oppression, est rentrée dans la Constitution française. Vous êtes empressé de me répondre qu'elle n'y est pas entrée. Vous n'avez pas consulté la Constitution française. La Constitution française garantit le droit à l'insurrection lorsque l'État, le gouvernement remet en cause les libertés fondamentales des citoyens. Allez chercher, vous trouverez. Et on fera le débat après ça. Je suis en train de dire ceci. On est dans un contexte où on aime souvent se prévaloir de ce qui se fait ailleurs. Mais sachez que si on avait même fait insurrection comme il nous est reproché, ce ne serait pas sans motif. Mais nous avons, malgré tous les motifs qui existent sur la scène camerounaise depuis des années, choisi le changement dans la paix. C'est notre option, on n'était pas obligé de le faire, mais on l'a quand même choisi. Contre d'ailleurs l'avis de beaucoup d'acteurs politiques camerounais qui trouvent qu'on est mou, qui trouvent que quand vous discutez dans la rue avec des gens, il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'ils ne croient pas que le Cameroun puisse changer par les élections. Beaucoup de gens vous disent ça. Mais nous avons dit à ceux-là, si vous pensez que le Cameroun peut changer par d'autres moyens, n'attendez pas que ce soit nous qui mettions en œuvre votre agenda. Nous avons choisi les moyens pacifiques. Et parmi les moyens pacifiques, Monsieur Motte, il y a la résistance. Précisément, lorsque j'ai un droit, la seule façon que ce droit-là se perde, c'est de ne pas l'user. Donc, je dois user de mon droit. Le droit et le pouvoir, c'est exactement la même chose. Le pouvoir ne s'use que lorsqu'on n'en use pas. Et les Camerounais voient leurs droits se rétrécir chaque jour, précisément parce qu'on les a convaincus de ne pas en user, de peur d'être qualifiés d'insurgés. Non. Exercer son droit, ce n'est pas de l'insurrection. Pour un parti politique qui a deux missions, au moins, sinon plus, en tout cas, j'insisterai sur accompagner l'expression du suffrage universel, mais surtout sur la fonction tribunicienne du parti politique, qui le rapproche un peu des organisations de la société civile. Si vous n'exercez pas la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, en fait, vous n'exercez aucun de vos droits fondamentaux en tant que parti politique. C'est comme si on demandait à un être humain de se taire à jamais s'il veut la paix.
Au point où quand il ne se tait pas, on dit qu'il dérange. Mais l'annonce de vos Complote. manifestations publiques sont liées à des risques graves de troubles à l'ordre public. Encore une fois, c'est les raisons que donne l'autorité. L'autorité pour justifier administrative l'interdiction. le dit de manière systématique. Et vous y croyez? Vous croyez que systématiquement, il peut y avoir de risques de troubles à l'ordre public chaque fois qu'un parti politique, parce qu'il est de l'opposition, annonce une marche? Le cas le plus illustratif, c'était Ebolova, récemment, où le MRC déclare sa manifestation et obtient un récépissé. Quelques jours plus tard, le RDPC vient solliciter un récépissé pour le même site, le même jour et le même lieu. On interdit finalement la manifestation du MRC à cause du risque de trouble à l'ordre public que fait peser la manifestation du RDPC sur le MRC. Alors qu'il aurait été plus simple pour monsieur le sous-préfet d'appliquer ce qu'il nous applique tous les jours, c'est-à-dire d'interdire la manifestation du RDPC. Et là, le MRC aurait fait sa manifestation sans problème. Non, soyons un peu sérieux. C'est en français facile la consécration dans l'espace public de l'abus de fonction. Et je dois le rappeler en regardant droit dans les yeux ceux qui me regardent, l'abus de fonction, comme d'autres infractions, monsieur Morten, bien joué le procureur, c'est une infraction pénale. Dites aux fonctionnaires que interpréter la loi dans ce sens-là peut être considéré comme un abus de fonction. Et ça, c'est contre la République. Parce que la République aussi a tenu compte de moi, monsieur Mott. La République a tenu compte du fait que j'ai le droit de m'exprimer. La République a tenu compte du droit que j'ai de dire que je ne suis pas d'accord avec la façon dont M. Biya a été élu. La République a tenu compte du fait que j'ai le droit de dire que M. Biya est le président mal élu du Cameroun. La République a tenu compte de ça. Et donc, M. le sous-préfet, qui m'interdit de le dire, qui m'interdit de marcher pour le dire, viole mes droits fondamentaux en le faisant. Je serai là tout à l'heure pour faire le cordon autour de vous quand vous n'arrêtez pas pour l'avoir dit. Encore heureux que ce soit vous. Vous voyez, la République se résume finalement à vous. Il faut que monsieur... Non, en tant que citoyen. Voilà. Et comme vous êtes plus citoyen que moi, Oui. il faut que vous vous sentiez obligé de faire jouer votre citoyenneté pour que la mienne ne soit pas bafouée. Non, monsieur Mott, arrêtons un peu ça. Soyons un peu sérieux. On parle des droits civiques. J'espère que j'aurai la parole. Et justement, et à propos de ces droits civiques et politiques, j'ai pas pu chuter. je vous en prie, vous allez revenir tout à l'heure. Vous voyez, vous faites la part belle à monsieur Mott. Il n'y a pas seulement le MRC et qui récupère non, quand même vous allez parole. pouvoir parler juste après. Tout le monde doit s'exprimer sur le sujet. Il n'y a pas que le MRC, Samuel Mott, qui se plaint. Il y a le SDF également, dont les manifestations ont du mal à se tenir depuis de nombreuses années au Cameroun. En début d'année 2019, une marche organisée par le responsable régional du SDF pour littoral a été réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu ce week-end, dernier week-end de l'année 2019, une autre manifestation projetée par le SDF dans le 3e arrondissement de Douala, qui aussi a été finalement interdite. Pourquoi les partis d'opposition ont du mal à pouvoir tenir des meetings au Cameroun en 2019, alors que la Constitution, les différentes lois qui existent au Cameroun permettent de pouvoir se mouvoir, de discuter avec les Camerounais et de partager leur opinion politique. Premièrement, je voudrais rassurer Maître Ndiéou, je ne fais pas partie de l'administration, je suis modestement quelqu'un qui travaille dans le privé et donc je n'ai pas à répondre de là qui sont posés par l'administration. Et les tribunaux administratifs ont été créés effectivement pour faire en sorte que les gens qui se sentent mis en mal dans leur liberté au quotidien... Mais cette partie de l'opposition accuse le RDPC d'être derrière la décision de l'administration. Je suis en train de vous dire que c'est effectivement une mauvaise analyse parce qu'il arrive, il a également assis justement, c'était le cas de Bolova, il arrive effectivement aussi que les partis, les manifestations des partis d'opposition puissent être également, de RDPC puissent être interdites. Je voudrais lui faire une concession. Pour ce qui est de... C'est pas à moi que vous faites la concession. Non, mais c'est vous qui avez posé le problème. Je voudrais être également en accord avec lui pour pouvoir dire effectivement l'héritage de Transparency International, qui est un héritage que nous devons à M. Zongan, mon grand frère. Je pense effectivement qu'il faut qu'on sorte de là. Mais quand on organise une élection, il faut que chacun y joue son rôle de telle manière à ce qu'on ne puisse pas avoir affaire à ce genre de choses. Mais les gens vous posez le problème. Mais là également, par rapport à Edmond Kamga tout à l'heure qui avait la voix tremblante, je pense qu'Edmond, lorsqu'on a discuté des problèmes sociaux, il faut prendre suffisamment de recul pour pouvoir se prononcer de telle manière à ce qu'on puisse... Si vous me donnez une seconde. Je l'assume. Si vous avez compris. Parce que vous l'avez fait tout le temps. Je vous prends une seconde pour faire une remarque. Tout à l'heure, vous avez dit, en ce qui concernait la question anglophone,
qu'il y a des choses qu'on ne peut pas admettre en République. Oui. Mais quand vous avez parlé de l'autochtonie, vous avez semblé... Non, laissez que je termine. Vous avez semblé justifier le fait que la loi l'ait entérinée. Oui. Ce que je veux vous faire observer, c'est qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que lorsque on pose le problème du point de vue de l'autochtonie, ça passe très vite. Mais quand on pose un problème du point de vue de l'anglophonie, je préfère le dire comme ça, il faut qu'on utilise les armes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous remets votre parole, je voulais juste vous faire cette remarque. Il me semble que dans le cadre de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, on est sorti avec des pistolets pour pouvoir contraindre la représentation nationale à voter quoi que ce soit. Mais ce que je voudrais seulement dire que dans ce cadre-là, ce que les gens attendent de nous, pour les gens notamment qui nous suivent, c'est notre pondération à pouvoir défendre pied à pied un certain nombre d'avis et un certain nombre d'opinions que nous avons. Et en cela, au Cameroun, personne n'a été inquiété jusque-là. C'est ce qui me semble. Et dans le cadre effectivement de ce ressenti-là que Edmond Kamga, lui, considère comme étant une exclusion, mais que les autres considèrent comme étant une intégration, voyez-vous, ça dépend du côté dans lequel vous vous trouvez, Edmond Kamga, ça semble vous étonner, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, effectivement, qui pensent qu'ils peuvent poser un certain nombre de revendications pour pouvoir les dire, effectivement, et contrairement là aussi à ce que j'entends, il y a des définitions qui existent sur la notion d'autochtonie, mais en fonction de en fonction du texte que ça vise, en fonction de l'objectif qui est assigné à un texte, effectivement. Mais dans ce texte précis, il n'y a eu aucune définition. Attendez, on peut effectivement je veux dire, se référer à une disposition générale qui existe quelque part. Maintenant, il y a des dispositions que vous citez qui vous connaissent à des exemples sur les Bororo et les Pygmées. On peut également élargir cette définition. Il y a une que je dois partager avec vous, qui est celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et qui dit ceci. Les descendants de ceux qui habitent, c'est ça les peuples autochtones, les descendants de ceux qui habitaient dans un pays, une région géographique, où à l'époque où des groupes de populations de culture ou d'origine ethnique différentes, ils sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants par le contrôle, l'occupation, la colonisation ou d'autres moyens. Alors, monsieur... Ça également... Non, Roland Dieu, vous permettez qu'il aille jusqu'au bout. Laissez-moi continuer pour pouvoir dire effectivement, cette aspiration, elle n'est pas forcément locale. Notamment quand je dis locale, elle n'est pas forcément de grandes villes comme Douala, comme Yaoundé. C'est une aspiration également qui est partagée. C'est pour ça qu'il demande effectivement que l'on discute de ce genre de phénomène que l'on soit posé. C'est en fonction effectivement d'une aspiration comme celle-là que nous devons également le fait que la commune de Bandioun a été cisaillée en deux. Et donc on a Jebem d'un côté et la commune de Bandioun. Parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de personnes qui estiment qu'ils peuvent aspirer à gérer les trucs qui sont dans leur terroir. En même temps, parmi les régions qui ont été restructurées, mais sous le socle, même si vous ne pouvez pas me le concéder, de l'autochtonie, de la logénie, c'est la région de l'Ouest, où vous avez notamment des départements qui sont à tous les 10 km. Là également, vous devez tenir compte de ça, mais l'aspiration du terroir n'est pas une aspiration nécessairement exclusive qui fait qu'on a envie de détester le voisin. Mais je crois également que lorsqu'on arrive dans une localité, si on veut être intégré, effectivement, nous sommes tous, dans la génération, la nôtre, en train de bâtir une communauté où on va gommer l'ensemble des différences, notamment quant à savoir tu viens d'où, tu vas à quel endroit. Mais pour l'heure, la structuration de la communauté aujourd'hui fait qu'on ne peut pas faire ce genre de gymnastique sans poser un certain nombre de problèmes qui heurtent. Maintenant, vous me renvoyez à la notion, effectivement, du fait sur les libertés. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'au Cameroun, Laurent Yeo est inquiété parce qu'il a insulté le président de la République? Absolument jamais. Et vous avez ça en la matière. Ce n'est pas Roland Yeo qui a fait 9 mois de prison. Attendez, Maurice Kantola a été. Maintenant, il y a une loi. Une centaine d'autres camarades. Attendez, Roland Yeo. Vous semblez l'ignorer aussi. L'article 4 dont je vous parlais tout à l'heure. De quoi? L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du peuple. Et du citoyen. Du citoyen, pardon. 1787. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. D'accord? 2 points. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société de la jouissance des mêmes droits. Ces bornes peuvent être déterminées par la loi. Je m'arrête là. J'aimerais, je vous en prie,
J'aimerais qu'on se réfère à la constitution du Cameroun. Mais oui, j'en venais. Et aux lois universelles qui J'en s'imposent venais. au Cameroun pour pouvoir prendre des exemples afin de permettre Je d'illustrer vous la ai situation parlé, quand Allez-y. vous parlez de l'universalité, je vous ai parlé de l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 29, qui dit pratiquement la même chose, en disant effectivement, lorsqu'il y a une loi qui existe, elle peut être amenée à un moment donné de restreindre à condition qu'elle puisse exister la loi. Et si on vous arrête parce que vous avez violé la dite loi, effectivement, vous ne pouvez pas crier en disant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et dans notre cas, effectivement, il y a, dans notre corpus juridique, cette procédure-là qui consiste qu'à un moment donné, on vous demande de faire une déclaration auprès d'une autorité compétente. Mais le problème, c'est que Attendez, les déclarations, attendez. lorsqu'elles sont faites, il y a des interdictions presque Oh, systématiques. attendez. Lorsqu'on fait les statistiques, Attendez, c'est je vous en prie, lorsqu'on fait les statistiques des autorisations données aux partis c'est politiques, notamment le SDF C'est et le MRC, le constat est clair. Alors, ce que vous demandez Sur 10 déclarations qui sont faites, je vous le 9 concède. interdictions sont servies. Je vous le et la concède. seule autorisée, c'est pendant les campagnes électorales. Comment comprendre Encore que Si le vous MRC me a dites fait à table, campagne pour avec je vous en un prie, camion de Je vous en policiers prie, en Roland Diou. 2018. Je pose des questions. Non, Je suis même le seul pour à- la campagne, Roland nous, Diou, on a- je vous en prie, Bien, vous respectez. alors, quand vous C'est moi qui demandez- pose des quand- questions ici. Oui. Quand Vous avez la parole. Quand vous demandez à Je une m'excuse, autorité, monsieur Nofele. effectivement, sur la base de votre déclaration, de vous donner ce droit-là à manifester, de vous restituer dans votre droit Non, de à prendre manifester. acte de ce que j'ai l'intention de manifester. Il ne me donne pas mon droit, monsieur. Vous voyez, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. L'esprit de Yaoundé. Attendez. L'esprit de Yaoundé octroie les droits aux gens. Non. Non, L'esprit je vous de la ai dit, vous République rétablissez- prend acte des droits des uns et Si- des autres. Tout à fait. Bien. Jérémie a réussi. Lorsque vous lui donnez cette possibilité-là, il a deux grilles d'analyse, ou alors deux éléments sur lesquels il va s'appuyer. C'est votre bonne foi, parce qu'effectivement, vous avez déclaré que la manifestation, elle est pacifique, elle sera pacifique, elle demeurera pacifique. L'autre grille d'analyse également, l'autre élément d'analyse qu'il a, c'est votre comportement par le passé, le fait antérieur. Est-ce que très souvent, lorsqu'on vous a donné une autorisation à manifester, comment est-ce que vous êtes comporté? Pour le premier élément, Allons-y donc. l'oracle sera celui qui pourra dire effectivement Roland Diou c'est un galant monsieur. Généralement quand il a donné une parole, il a tient cette parole là. C'est quand même compliqué. Mais dans le cas d'effectivement de faits antérieurs, statistiques, on peut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Notamment le 8 octobre 2018. Ça veut dire qu'avant Attendez, le 8 octobre 2018, mais voilà. le MRC Je vous en avait prie, des autorisations de je vous en prie, manifester. allez Le jusqu'au SDF aussi. octobre 2018 ne plaide pas beaucoup pour des gens. Voilà. Parce que l'autorité administrative est dans son droit de dire Oui. est-ce que cette déclaration-là qui était venue de nulle part n'avait pas pour vocation de faire en sorte de créer dans la cité une insurrection. Et avant Très bien, octobre 2018. il me le conteste, je vais plus loin. On donne la parole également à un éminent membre du MRC et il vous dit, pince sans rire, j'ai été très sensible à ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est dit, Nofele, si vous n'êtes pas informé, en 2014, il me semble que c'est une insurrection populaire qui a Monsieur Mott, renversé est-ce que vous étiez le sensible régime. à ce qui s'est Et passé donc, en lorsque vous avez déjà 1789 en France? Est-ce que vous étiez lorsque- sensible à ça? lorsque- Parce que vous prévalez de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La suite de ça, c'était le guillotinement du roi de France. Mais C'était justement, une insurrection, c'était même- la c'était prise même de pas la une suite, c'était une Bastille, suite etc. logique. etc. Attendez, Est-ce que vous vous sentez... Je vous attendez, pose la question, Messieurs, est-ce que je vous vous en sentez prie. Voilà, sensible je Je vous en prie, à ce qui messieurs. s'est passé en Samuel Mott et 1789? Roland Diou, on va avancer Parce dans que ce si vous débat. répondez Non, pas mais à la laissez-moi terminer, privative, il va Samuel, continuer. vous êtes Samuel Mott. un insurgé aussi. Samuel Mott et Roland Je Diou. suis très confortable, effectivement. On a suivi. Eh bien, Messieurs, moi, non, et moi attendez. aussi. Je Messieurs, suis et très moi aussi, confortable monsieur Mott. à ce qu'ils me disent, effectivement, qu'à la suite de 1789, on a guillotiné le roi, mais même après avoir guillotiné le roi, on est revenu inscrire dans l'article 4 que effectivement il y a eu limitation. Comme au Burkina. à exercer Après avoir un droit- fait tomber un- comme Alors, ça. vous avez, Dans le cadre- messieurs, dans ce cadre, Messieurs, Roland Diou et Samuel Mott, vous avez exprimé vos points de vue sur la situation des droits civiques. J'aimerais à présent que Martin Ombazing puisse dire un mot. Alors, on constate, Martin Ombazing, vous qui observez la scène politique, il y a, durant cette année 2019, ce bras de fer entre le MRC et le RDPC sur une crise post-électorale et l'interprétation des lois sur les manifestations publiques, les droits civiques et politiques des Camerounais, des citoyens camerounais. C'est ce débat, cette situation sociopolitique, ce bras de fer entre ces deux formations politiques, l'une au pouvoir et l'autre contestant la victoire de l'un de ses candidats à la dernière élection présidentielle. Comment vous l'avez vécu en tant que citoyen camerounais? Disons que je pense que chacun est plus ou moins dans son rôle. C'est-à-dire que le RDPC, qui est le parti
qui gouverne, MSC qui sortant tout deuxième de l'élection présidentielle, avait ce droit aussi de pouvoir dire que, ok, je conteste. Mais maintenant, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faudrait que l'on évolue quand même. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les manifestations publiques, parce qu'en réalité, il me semble que si nous voulons tous progresser dans la logique et le bon sens, il est de bon ton que l'on puisse prendre des dispositions pour que les partis politiques manifestent. C'est-à-dire que c'est quand même un droit, c'est-à-dire que le plus normal. C'est-à-dire qu'on doit tout faire, l'État doit tout faire pour que l'on encadre. On ne doit pas interdire, mais on doit encadrer. Voyez-vous? Donc, je pense que tout porte à croire. Moi, je commence un peu à croire que les Camerounais vont peut-être, à travers ce qui s'est passé, être beaucoup plus prudents dans leur façon de se comporter. Vous savez, à chaque fois, l'on gagne si on a la force de se repentir. Parce que on ne pourrait pas dire que tout ce que le MRC dit est faux, ou tout ce que le MRC dit est juste, ou inversement. Je pense qu'à un moment donné, quand nous concluons pour le même but, à savoir les libertés, moi je pense de bon ton qu'il est normal et qu'on doit permettre à un parti de manifester. C'est-à-dire que c'est une défaillance si on n'arrive pas à le faire, de ceux qui sont aux affaires. Vous comprenez? Donc vraiment, je crois que si nous devons grandir en politique, il y a des choses dont on ne devait plus parler au Cameroun en 2020. Vous comprenez? Le fait du précédent. Pardon? Le fait du précédent. Je vous en prie. Oui. Donc en réalité, je pense que il faut. Personne ne gagne. Vraiment, vous voyez, après on est lassé de tout cette ça grouille de partout. Alors qu'en réalité, il faut savoir parfois aussi demander les choses. Ouais. Et puis qu'on mette un peu moins d'arrogance. Il y a tout un tas de comportements que nous, pas d'autres, pas des étrangers, devraient avoir pour que les choses fonctionnent bien. De deux. Je pense que au niveau des résultats de l'élection présidentielle, du bras de fer, là encore, je dirais, la messe a été dite. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le MRC est en train de travailler, je pense, à ce que les échéances futures ne soient plus comme celles de 2019-2018. Donc, pour dire quoi? Pour dire que moi, je pense à un moment donné qu'il faut évoluer. Et tout me laisse penser que 2020 va encore une fois de plus, moi je suis un peu optimiste, être mieux que 2019 et que les uns et les autres vont quand même prendre conscience du fait que le Cameroun n'est pas là pour que tous les matins, quand on se lève, on attend des confrontations entre Camerounais, que tous les matins on souhaite qu'on parle de chômage, de croissance économique, de réduction du taux de pauvreté. C'est ça que les gens veulent. Et sur cette question de croissance, Martin Bazing, d'aucuns avaient fondé leur espoir sur cette CAN 2019 qui était annoncée au Cameroun. Le président de la République a parlé d'un glissement de calendrier, mais avait rassuré sur la réalisation des chantiers, des stades, complexes sportifs et hôtels qui devaient être achevés à date. Nous sommes en fin 2019. Lorsque vous observez la capitale économique du Cameroun, vous observez Yaoundé, vous allez dans le septentrion, les régions du nord, également dans la région de l'ouest. Le visage de ces chantiers concernant la CAN qui devait se tenir en 2019, avez-vous la perception, est-ce que vous avez pu de façon palpable, de façon concrète, confirmer que le Cameroun a achevé ses chantiers sportifs, hôteliers, routiers dans les délais? Rien n'est achevé. C'est clair, hein, rien n'est achevé. En fait, en termes de croissance, personne ne peut nier que le Cameroun progresse chaque année. Croissance économique, la richesse que nous produisons. Oui, c'est-à-dire oui, parce qu'en réalité on ne peut pas faire autrement. C'est ce qui nous est produit par les institutions qui sont en charge de mesurer tout ce qui est produit dans le Cameroun. Et puis c'est pas aussi compliqué, hein. Lorsque vous savez tout ce qui se vend sur les marchés, tout ce qu'on exporte, c'est trop facile pour le faire. Donc, et il se dit que si on prend les 3 dernières années au Cameroun, nous avons fait en 2017 3,5 de croissance. En 2018, 3,8 de croissance. On attend 4,4 et en 2020, on pourrait être à 4,7. Ça veut dire que c'est incontestable. La croissance économique au Cameroun progresse d'année en année. Ça, c'est incontestable. Mais alors,
est-ce que les effets de cette croissance sont à même donc de justifier la qualité de vie des populations? Parce que si vous passez votre temps à chanter la croissance dans les micros, à s'auto-proclamer 3,5, 4, je vous rappelle encore que sous d'autres cieux, l'on court pour avoir un point de croissance. Mais au Cameroun, nous en avons aujourd'hui 3,8. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes parvenus aujourd'hui à maintenir cette croissance par la demande, la consommation intérieure et par l'investissement. Donc, le volet positif donc, de la CAN, si vous ne le savez pas, c'est qu'elle a permis donc justement de maintenir cette croissance à ce niveau-là. Ne confondons pas le fait que le stade ne soit pas fini. Hein? Non. Ce qui est important, c'est d'observer que le niveau d'investissement a augmenté. Vous savez très bien que notre problème aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que le niveau d'investissement se rapproche un peu du niveau de consommation, du budget de fonctionnement de notre État. Et au jour d'aujourd'hui, l'effet bénéfique d'abord pour moi, c'est que ça a permis, les actions de la CAN ont permis de booster notre croissance. Certainement, on aurait pu faire mieux si on n'avait pas fait des préfabriqués. Parce que si tous ces matériaux étaient fabriqués sur place, la croissance aurait été dopée davantage. Vous comprenez? Donc, moi je pense que rien n'est achevé. Mais on voit aujourd'hui, et ça se répercute d'ailleurs au niveau de la qualité de notre dette publique, qui est aujourd'hui entre 38 et 40. D'ailleurs, on dit que la norme c'est 70, donc on est encore très loin. Et je pense que cette CAN aujourd'hui va donner, parce que je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter là. Simplement, c'est notre incapacité à suivre. Parce que le véritable problème du Cameroun, c'est qu'on ne suit pas. Tout le monde est unanime pour dire qu'au sortir de ces stades au Cameroun, le Cameroun sera l'un des tout premiers pays au monde, hein, pour ne pas dire en Afrique le premier, à avoir des infrastructures de cet ordre. Simplement, est-ce que le rythme est le bon? Le rythme n'est pas le bon, puisqu'on était censé et avoir... le coût de ces infrastructures, Martin Ombazini, par rapport aux projets initiaux annoncés, il est exorbitant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Donc, en fait, on ne peut pas dire que... Je suis le premier pays au monde dans ce championnat-là. Donc arrêtez, je le dis souvent. Je dis ceci, c'est trop facile. Moi, je reste toujours logique. C'est trop facile que lorsque quelque chose est mauvais, on tire uniquement sur les locaux, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. Mais vous êtes d'accord avec moi que la Banque mondiale a sorti un rapport donc, qui a fait tout bois, qui disait que le stade de ciment, au lieu de coûter 4 500, coûtait 16 000. La Banque mondiale elle-même décrit un certain comportement par rapport aux affaires au Cameroun. Mais en même temps, la même Banque mondiale consentit des prêts au Cameroun pour continuer à faire un certain nombre de choses. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que si nous voulons que ça marche mieux, il faut qu'il y ait plus de contrôle. On vous disait ici, la dernière fois que le problème du contrôle des gestions n'a pas encore été assimilé au niveau de l'État. Parce qu'en fait, c'est ces gens-là qui devraient justement dire que lorsque vous présentez un salaire de ciment, on ne peut pas être d'accord, c'est 4 500 ou de 16 000. Donc, il faut faire attention, ne pas faire d'amalgame. La CAN a eu à booster notre croissance, il est clair, à permettre que les 3 ans dont nous avons perdu 1,5 chaque année au NOSO soient récupérés par la CAN. Seulement, nous ne sommes pas à jour parce que nous avons des procédures qui ne sont pas respectées. Alors après vous, Edmond Kamgia, est-ce que cette CAN dont la date a glissé pour 2021 et dont les chantiers sont loin d'être achevés avec des coûts importants, avec un flou sur les montants décaissés pour la réalisation de ces chantiers, il y a surtout un symbole pour les Camerounais au stade Paul Biya, dans le complexe sportif d'Olembe, non loin de Yaoundé, qui n'est pas encore achevé. Pourtant, c'est là l'un des points importants pour le président de la République qui a plusieurs fois démontré qu'il tient à l'organisation de la CAN au Cameroun. Quelle est votre analyse sur cette CAN attendue en 2019, qui a glissé en 2021 et dont les chantiers sont loin d'être achevés? La CAN 2019 qui a glissé en 2021 et dont on n'a pas la certitude que nous pourrons l'organiser en 2021 nous montre tout simplement que la mauvaise gouvernance au Cameroun est, j'allais dire, est endémique. C'est une maladie grave. Elle est sanguinaire, entre guillemets, la malgouvernance au Cameroun. Parce que voyez-vous, beaucoup de choses ont été dites. La presse a fait des enquêtes sur les préparatifs de la CAN 2019. Au jour d'aujourd'hui, et vous le dites, vous l'avez rappelé,
quel est l'état des chantiers aujourd'hui par rapport aux annonces qui avaient été faites et surtout par rapport aux mots du chef de l'État qui disait « Nous serons prêts le jour dit ». On n'a jamais été prêt le jour dit. Et le chef de l'État lui-même a dit « Ça a glissé ». Est-ce qu'on a fait le bilan de la malgestion, de la mauvaise gouvernance de la CAN 2019? Non. Est-ce que les enquêtes sont en train d'être menées? Est-ce qu'il y a un audit qui est en cours? J'espère que les gouvernants, que ceux qui nous dirigent, vont nous dresser le bilan de ce qui n'a pas marché pour que nous n'ayons pas une CAN 2019. Maintenant, nous avons un stade à Douala, un grand stade, un nouveau stade qui est très beau. Lorsque vous passez par l'axe, vous le voyez, il est futuriste. Même comme tout le complexe autour n'est pas encore sorti des terres. Il sortira, nous l'espérons, mais nous avons du mal à croire qu'il sortira avec l'expérience de la CAN 2019. Mais le plus grave est là, parce que quand on fait l'analyse, il faut s'appuyer sur des symboles. Olembe, c'est le stade Paul Biya. Et de tous les stades, celui qui a le plus été au cœur de beaucoup de rumeurs, de beaucoup de problèmes, parce qu'il y a eu des employés qui n'étaient même pas payés du tout. On a même fermé le stade à un moment donné. Il y a un nouveau repreneur dans des conditions qui ne sont pas encore totalement éclaircies par rapport au statut des employés. Nous pensons que parce que ce stade porte le nom du chef de l'État, il devrait personnellement s'investir pour que ce stade sorte des terres, que tout le chantier soit terminé le jour dit. Enfin, le deuxième jour dit. En espérant qu'il n'y aura pas un troisième jour dit. Et nous souhaitons et nous espérons également que dans son discours de fin d'année, que nous aurons beaucoup de précisions sur l'année qui va commencer. Et que ce sera une année au cours de laquelle nous aurons beaucoup de lisibilité sur le paysage politique, sur la crise anglophone, sur la paix dans la crise anglophone, par rapport à la crise anglophone, mais surtout que l'on aura un message fort par rapport à ces chantiers-là, qui nous l'espérons seront terminés pour que nous ayons le CHAN. Parce que bientôt il y a le championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que ce sera prêt? Parce que c'est le CHAN qui va nous préparer à la CAN 2021. Est-ce que nous serons déjà prêts pour le championnat d'Afrique des amateurs, des footballeurs amateurs? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Alors, d'aucuns s'attendaient à ce que l'Assemblée nationale se saisisse de ce scandale d'État. Ça a été tout un silence durant les 3 sessions parlementaires. Roland Diouf, comment comprendre ce silence des autorités administratives, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire sur ce scandale autour des coûts des différents chantiers sportifs et routiers concernant la CAN au Cameroun? Ceci participe de l'incapacité vivante du régime en place et de son leader à gouverner. Et là, je paraphrase un camarade de M. Mott, M. Hervé Emmanuel Nkom, qui disait il y a quelques années que M. Biya est l'incarnation vivante de l'incapacité à gouverner. Challenge Hebdo, c'était public. Nouvelle expression. Pardon, nouvelle expression. C'était public. C'était public de toutes les manières. Donc, oui. Il a changé d'avis entre temps. Oui, beaucoup changent d'avis quand ils se rapprochent un peu du feu qui brûle le Cameroun et qui est l'emblème de votre parti. Donc, et ce feu-là consume tout, y compris les espoirs. Parce que nous sommes en fin 2019 et il me semble que le chantier du stade de Lembe était lancé en 2009. Cela fait une dizaine d'années. Donc, quand en 2014, on nous attribue la CAN, cela fait quand même 5 ans que ce chantier est lancé. Et si on se retrouve 10 ans plus tard à ne pas savoir finalement qui termine le chantier, alors qu'on nous avait quand même dit que les préfabriqués qui venaient d'Italie, c'était pour que ça aille vite. Oui. Alors il faut bien qu'on nous explique un certain nombre de choses. Mais comme ils sont incapables de gouverner précisément, ils ne savent même pas qu'ils doivent nous expliquer. Ils ne savent pas qu'ils doivent nous dire ce qu'ils ont fait de notre argent. Ils ne savent pas qu'ils doivent nous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas organisé la CAN. Ils ne sont pas au courant qu'ils doivent nous dire ça. Ils pensent que c'est une faveur qu'ils nous font, même en construisant des stades, au point où, et j'aime bien l'optimisme des économistes, j'aime particulièrement leur optimisme, surtout lorsqu'ils s'appuient sur des statistiques. Mais eux-mêmes savent que les statistiques qui sont des indicateurs
ne traduisent pas nécessairement l'état, par exemple, du pouvoir d'achat ou du welfare, pour parler un peu comme ça. Parce que sinon, on n'aurait pas, par exemple, on n'aurait pas choisi de chercher un autre critère comme l'indice de développement humain pour compenser l'état que montrent les indices de croissance. On peut faire la croissance en exportant le pétrole, qui va profiter aux entreprises pétrolières, mais tous les Camerounais ne travaillent pas dans le pétrole. Et donc, on peut avoir même 15 points de croissance sans que cela n'impacte vraiment dans la vie du citoyen lambda qui souffre. Et ça, et les Camerounais qui me regardent le savent. Ils souffrent au quotidien. Et avec la canne, le pire, il y a peut-être eu un effet d'entraînement. Je suis d'accord avec vous, M. Ombanzik, mais il y a aussi eu des catastrophes. Parce qu'il y a des gens qui, comptant sur l'organisation de la CAN en 2019, ont fait des investissements qu'ils ne vont jamais rentabiliser, qui se sont endettés, mais qui ne vont jamais pouvoir rembourser sur le cash flow qu'ils auraient produit de ces investissements-là. Et on fait quoi de ça? Ceux-là vont passer le reste de leur vie à maudire la CAN. Et quand je dis que le feu, parce qu'ils appellent ça le flambeau, mais c'est le feu qui a sur le pagne du RDPC qui brûle le Cameroun, y compris les espoirs à brûler, même les espoirs des investisseurs, les moteurs du développement économique dans un pays. Quand vous cassez le moteur des investisseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui dit voilà un événement qui arrive, je crois en mon pays, je vais parier de l'argent parce que cet événement peut nous permettre d'en gagner davantage et de trouver du travail à nos frères et sœurs qui sont au pays. Vous cassez ça à cause d'un engagement non tenu, à cause d'une incapacité à gouverner, à cause d'une incapacité à surveiller un chantier qui a un jet de pierre du palais d'Etoudi, un jet de pierre. Du sommet du palais avec une longue vue, M. Biya pouvait surveiller ce chantier. En 10 ans, il n'a pas pu le faire. C'est pas le grand intendant, c'est le président de la République. C'est symbolique. C'est assez symbolique de cette incapacité dont nous parlons. Quand vous cassez comme ça les espoirs de Camerounais et même d'autres qui ont pensé qu'ils pouvaient investir dans leur pays à l'occasion d'un événement comme celui-là, même si vous organisez 10, 15, 20 cannes en une année, vous aurez cassé quelque chose. Vous aurez cassé un moteur. Après avoir fait ce constat, qui sera difficile à redémarrer. Il y a le discours du chef de l'État qui est annoncé le 31 décembre 2019. Est-ce que vous avez des attentes particulières sur la politique qu'il doit mettre en œuvre, sur les réformes à faire pour que 2020 soit une année meilleure pour le Cameroun? Avoir des attentes particulières d'un discours qui revient chaque année depuis une quarantaine d'années, c'est croire au Père Noël. C'est un peu comme si on se dit... C'est un peu comme si on a l'impression de n'avoir jamais entendu M. Biya dire pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. On a entendu M. Biya lors d'un de ses nombreux discours se plaindre de l'inertie, se plaindre du fait qu'il y avait tout au Cameroun, mais qu'il ne comprenait pas lui. Il ne comprenait pas comment est-ce que les choses ne marchaient pas. Alors qu'il se trouve, sauf si mes informations n'ont pas été actualisées, que c'est quand même lui le chef d'orchestre. Il ne comprenait pas comment ça ne marchait pas. Il ne savait pas comment ses collaborateurs qu'il a choisis, M. Modi souvent en toute discrétion, selon le pouvoir discrétionnaire, ne savait pas comment ces collaborateurs-là ont fait pour faire qu'ils réussissent à manquer un engagement comme celui de la CAN. Sauf que jusqu'à date, je ne me souviens pas qu'il ait demandé des comptes. En tout cas, nous, le peuple camerounais et l'Assemblée nationale n'a pas été informés de ce qu'il est demandé des comptes. Personne n'a été sanctionné. Donc, les conditions pour que cela se répète sont réunies. Vous savez, faire la même chose et attendre des résultats différents. Je crois que c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Si on veut avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Je n'attends rien de ce discours-là parce que je ne crois pas au Père Noël. Et donc, après 40 ans, je termine avec une image. On arrive au pouvoir en 82. Le train s'arrête en Ngaoundéré. Il va jusqu'en Konsamba. En 2020, le train s'arrête toujours en Ngaoundéré. Il n'arrive plus en Konsamba. Vous savez qu'entre Mbanga et Konsamba, la technologie a évolué. Voilà, justement, ça a tellement évolué qu'on préfère maintenant avoir des trains qui roulent. Sur ce discours du chef de l'État attendu ce 31 décembre 2019, après une année qui a été marquée par ces événements, la CAN qui finalement a glissé pour 2021, les chantiers qui sont loin d'être achevés, le pouvoir d'achat qui ne permet pas aux Camerounais de pouvoir s'offrir 3 repas par jour, au regard des statistiques qui ont été révélées. Oui, les 9 premiers mois de l'année 2019 ont été une année où ont révélé que les prix se sont envolés.
dans les marchés. Quand on a ce contexte sociopolitique et ce malaise social également qui est observé, vous, en tant que militant du RDPC, qu'attendez-vous de ce discours du président de la République le 31 décembre? Un message d'espoir, mais là également je suis convaincu que autour de ce plateau et peut-être au-delà de ce plateau, nous avons en réalité deux partis politiques au Cameroun. Il y a des partis politiques ou alors un parti politique qui considère que toute la République est à peine en noir. Je suis de ce parti politique-là qui pense qu'effectivement on ne peut pas avoir honte de ce qui marche. Et par rapport à ce qui marche, effectivement, on a eu un stade qui a glissé, on a eu un événement qui a glissé, mais là également, premièrement, c'est tout à l'honneur du Cameroun et à son éditeur-chef. Parce que c'est la première fois au monde que la regarde une compétition par respect pour ce qu'un pays représente dans le Conseil des Nations. On a considéré effectivement que s'il y a une première chance qui a loupé, on peut faire une deuxième également. Mais vous avez également vu toute, la politesse avec laquelle l'événement lui a été annoncé au chef de l'État. Ça veut dire également que quoi qu'on dise, là, il reste quand même avec un certain nombre de crédits. Mais là également, je veux dire, c'est un message d'espoir parce que je sais pas, c'est peut-être la proximité de Roland Diéou qui fait que par moment, quand mon frère Oumba Zingwa a envie de s'exprimer, il devient d'une mollesse absolue, à affirmer qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent. Parce que le PIB, effectivement, augmente d'année en année. Mais là également, vous avez vu Roland Diéou, maître Roland Diéou qui dit tout compte fait, ce n'est pas effectivement une donnée pertinente, c'est pour ça qu'on part chercher l'IDH. Oui, sauf qu'au niveau de l'IDH également, on ne peut pas dire qu'on est mal classé, on ne peut pas dire qu'on est maltraité. Mais là également, en termes de statistiques, d'indices de ce que le Cameroun marche aussi, vous verrez très bien que le Cameroun est en Afrique le 5e pays où il fait mieux vivre. Je ne nie pas à travers cela qu'il y a un certain nombre de contingences quotidiennes qui s'imposent à nous, mais là également, je veux dire, soyons honnêtes, soyons éveillés, soyons émerveillés pour pouvoir constater qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent. Je ne vais pas maintenir votre chrono parce que je vois effectivement que l'émission court à son thème. Je vais vous donner juste une statistique qui va nous mettre tous d'accord. On est mal soigné parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. On est maltraité parce que les conditions de vie sont exécrables. On souffre à la maison parce qu'effectivement, vous avez évoqué là également ce cas anecdotique qui est celui qu'on n'a pas le droit, on n'a pas au Cameroun droit à ces 3 rations alimentaires par jour. Mais je peux vous dire effectivement, quand vous mangez de manière décente, la conséquence c'est que ça rallonge votre durée de vie. Quand vous partez à l'hôpital, c'est que là également ça rallonge votre niveau de vie. Quand vous êtes effectivement, votre niveau de vie a augmenté, ça a un incidence sur la longévité. Si je prends cet indice-là, je dirais que cet indice, parce que je ne veux pas rentrer chaque fois dans cette énumération-là fastidieuse de dire qu'on a construit tel ou tel nombre d'hôpitaux, entre 1982 et 2019 aujourd'hui, nous avons gagné 6 ans d'espérance de vie. On peut peut-être mieux faire, mais en réalité, tout est possible de ce monde. Mais quand vous, là également, vous dites le Cameroun va mal, je vous vois que vous êtes effectivement d'une admiration absolue par rapport à un autre pays voisin qui est celui de la Côte d'Ivoire, leur espérance de vie est bloquée à 53 ans. Ça veut dire que même quand vous considérez que ça va très mal, nous avons quand même un certain nombre d'indicateurs qui prouvent qu'à souhait, il y a une évolution positive qui est entrée dans notre pays et il faut tout simplement l'encourager, soyons positifs. Le discours de l'État, du chef de l'État viendra nous rappeler, mais quand vous savez également à son habitude, il ne passe jamais à côté de quelque chose qui va mal. Et Luther souvent lui-même il le dit. J'ai attendu un certain nombre de résultats dans tel ou tel secteur. Je ne suis pas du tout satisfait, mais je pense quand même qu'en nous mettant ensemble, on va faire également un pas supplémentaire. Merci Samuel Nôtre. Merci également à vous Edmond Kamgia d'être venu sur ce plateau. Merci à vous messieurs Roland Diéou et Martin Ombazine d'avoir participé à cette dernière édition de Droit de réponse pour l'année 2019. Nous adressons nos meilleurs voeux aux téléspectateurs de Droit de réponse avec toute l'équipe technique de production, Raphaël Dipanda, Mosfongo Varios Yonkwa, Francis Mboyom, Zéphirin Ngondi, Eric Ouattat, le Douponné, le réalisateur Georges Mitterrandam, toute l'équipe technique, toutes les équipes rédactionnelles vous adressent leurs meilleurs voeux pour l'année 2020. Merci d'être toujours fidèle à Droit de réponse sur Equinox Télévision et merci de rester sur cette même antenne.